Les influenceurs, ils ont bien mangé l'argent des dropshippers. Ils ont bien mangé. Magali Berda, elle a bien mangé aussi. C'était pas moi, en fait. Le sentiment intrinsèque de ne pas pouvoir faire plus, Voilà. que s'il faut faire plus, ça dépasserait tes compétences. Exactement. Et que tu ne les as pas et qu'aujourd'hui, tu n'es pas prêt à engager ce qu'il faut en termes de ressources, de temps, de travail, de finances pour aller chercher plus loin. Tu m'as pris au dépourvu. J'étais constamment frustré parce que j'avais toujours une vision pour ces gens-là et ils refusaient de m'écouter. Mais quand je l'ai vu parler, j'ai dit il a rien de plus que moi. Mais du moins, je ne l'ai pas trouvé plus intelligent que moi. Pour moi, c'est le seul et unique point qui fait quelqu'un de legit. Et moi, je pense qu'au lieu de tourner leur veste, ils auraient juste dû dire il y a quoi de mal? C'est que j'avais dit tu peux me remettre à zéro, je vais me refaire. C'était pas de la chance. Si je te dirais que je suis pas capable de le refaire, ça voudrait dire que c'était de la chance en fait. Ça, c'est une déclaration. Ça, 800 000, c'est facilement faisable. Et ça se trouve, j'aurais fait plus d'argent si j'aurais fait ça. Yo les gars, j'ai une montre à 150 000 €. Oh, voici ma Lamborghini. Parce que si tu le fais, ça va me mettre moi en face de ma propre réalité. Exactement. Que je n'ai pas eu le courage de faire. Et ça, c'est très difficile pour l'être humain. Regarde la tête de leur site. À quel moment on te fait une offre à 800 bars et toi tu dis non? C'est là où je dirais qu'il ne faut pas écouter ton ego. Et après, j'ai vu le pourcentage d'imposition, j'ai dit ouh, boubou. Finalement, je vais rester là. Et celui-là, je ne l'ai pas volé. Et tu as des gens qui disent que le dropshipping, ça va s'arrêter un jour. Pour moi, Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête 2. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Marcus Lawrence. Marcus, comment tu vas? ça va très bien. Et toi? Super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé, donc ça fait plaisir. Merci encore. Non, merci à toi de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir d'être invité. Ça fait toujours plaisir qu'on s'intéresse à moi. Donc vraiment, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bon, pour faire un petit rappel, comment on s'est rencontrés, nous, donc bien évidemment, tu vis à Dubaï depuis combien de temps maintenant d'ailleurs? Depuis 4 ans, depuis 2020. Depuis 4 ans. 2020, c'était Covid, c'est ça? Covid. Je suis arrivé ici avec une valise pour rester une semaine. Quand j'arrive, le 14 ou 15, Emmanuel Macron il dit que les frontières sont fermées. Je me retrouve bloqué. Je dis pourquoi pas. Est-ce que c'est pas la meilleure chose qui te soit arrivée par rapport à la France, ça, que tu restes bloqué ici? Franchement, si, incroyable. C'est peut-être pas une des meilleures choses qui me sont arrivées, mais ouais, je pense pas que je serais resté si j'étais juste, enfin en gros, si j'étais juste resté une semaine et que j'étais rentré à Miami, je sais pas si je serais resté. Et si tu étais rentré à Miami, parce qu'à l'époque, tu habitais à Miami. Ouais, j'habitais à Miami, genre en 2019. Ok. Et que mon business a commencé à marcher. Boum, je suis parti aux États-Unis. Magnifique, tu n'as pas perdu de temps. Non, c'était un rêve d'enfant. C'était pas une question de combien j'ai de côté. J'en avais rien à foutre. Je suis parti, je voulais vivre mon rêve, voir comment c'était sur place, voir si c'était vraiment qu'un mythe ou si c'était la réalité. Et j'ai été voir sur place. Mythe ou réalité alors? C'est la réalité. Hein. Réalité, c'est vrai. Vraie réalité, franchement, c'était incroyable. J'ai tout fait là-bas, tous les rêves, les plus sombres possibles. T'as été dans le sombre. Non, j'ai tout fait. Franchement, c'était cool. C'était incroyable. Ouais, parce que c'est vrai que Marcus Lawrence a la réputation d'être un flambeur. Hein? un peu moins, beaucoup moins. Tu t'assagis? Ouais, beaucoup. Ouais. En fait, quand tu te casses la gueule, tu es obligé de. Ok, c'est la vie qui t'a détendu. C'est vraiment la vie qui m'a détendu, mais ouais, c'était compliqué au départ. C'était compliqué. Ok, on va découvrir tout ça dans cet épisode. Nous, on s'est rencontrés comment? Puisqu'on a une passion commune, le basket. Exactement. Jamais sans ton dourag, bien sûr. Donc, on se voit à peu près toutes les semaines pour jouer ensemble, pour éclater la concurrence, comme je l'ai préparé. Tu verras. Et bien, à la suite de ça, on a discuté. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé, la première fois, parce qu'au début, on se connaît de la part de Gabriel maintenant, je peux dire, parce que c'est Gabriel, moi, qui m'a emmené sur le playground. Et moi, je suis arrivé, je ne te connaissais pas du tout. C'est vrai que je ne te connaissais pas du tout. Je n'étais pas du tout encore dans le YouTube, e-commerce. Je ne regardais vraiment pas ces vidéos-là, etc. Et en fait, moi, j'ai trouvé que le feeling est passé très, très vite, très bien. Mais là, il se met vers ta... Ouais. Il se met vers ma barbichette. En fait, comme tu avances, il se met en dessous. Ouais. Avec, je t'ai dit, la dernière fois, je te disais 2 heures d'enregistrement studio. Le micro, pendant 2 heures, il était dans ma glotte. Non, c'est pour ça que ça a dû t'énerver. Même le monteur, le magicien Gandalf, on l'appelle dans le milieu. Impossible qu'il prenne ça au montage. Donc, merci. Non, de rien. Donc, ouais, je te disais donc, moi, c'est vrai, je suis arrivé, je ne te connaissais pas du tout. Et j'ai appris de découvrir via le sport, altruiste, super sympa, de bonne composition.
très drôle même sur le terrain. Hein, même sur le terrain, des fois, s'il y avait des caméras, je peux te dire qu'on aurait des belles mixtapes. À mort. Ouais, c'est des très bons moments. Donc, pour t'introduire, Marcus, déjà, j'ai une première question. Dis-moi. Qu'à mon avis, beaucoup de gens se posent. Marcus Lawrence, est-ce qu'il y aurait un rapport, de près ou de loin, avec Martin Lawrence? Dis-toi, c'est marrant, mais ouais. De base, ouais. En gros, je t'explique. Quand j'avais 15-16 ans, mon meilleur ami de l'époque, c'était un métis et il s'appelait Denis. Et à l'époque, je crois il y avait un des Bad Boys qui était sorti et nous, on était tout le temps à deux. Et les gens n'arrêtaient pas de nous dire vous ressemblez aux Bad Boys, à Martin Lawrence et Will Smith. Ça veut dire, lui, il a changé son nom, il a mis Denis Smith. Ok. Et moi, j'ai mis Marcus Lawrence. Ok. Tu vois, et à l'époque, c'était mon nom que j'avais sur Facebook. Ok. Et du coup, j'ai créé tous mes réseaux sociaux avec. Et ça remonte à quoi? Ça remonte à 2012. 2012. Ouais, Est-ce que ça serait pas la plus ancienne anecdote que tu aies lâchée sur YouTube, ça? C'est l'une des plus anciennes. Hein. C'est vrai, c'est l'une des plus anciennes. Et ouais, ça s'est fait là-dessus. Et le Marcus, de base, dans le film Réussir ou mourir de 50 Cent, il s'appelle Marcus. Ok. Et un jour, un gars il m'a dit tu ressembles trop à l'acteur du film Réussir ou mourir quand il était petit. Et du coup, j'ai dit ah ouais, tu trouves? Boum, je suis parti, j'ai changé mon Facebook, j'ai mis Marcus. Et du coup, c'est devenu en Marcus Lawrence. Attends, est-ce que tu es en train de nous dire que ton vrai prénom, c'est pas Marcus? Oui, c'est pas Marcus. Mais non, roulement de tambour, les gars. Voilà. Bah non, je vais pas dire. Ah, l'enfer. Ok. Mon vrai nom, c'est... Et là, tu vas biper. C'est A. Voilà. Mais en fait, non, vas-y, dis-le moi et je le bip. Mais ça peut se retrouver en vrai sur Internet. Hein. Les gens qui cherchent bien, ils peuvent le trouver. Ok, donc ton vrai nom, c'est... On le bip. Ça, c'est bipé. Ok. Donc, ok, Marcus Lawrence. Donc, j'avais vu juste, il y a une relation avec Bad Boys. Est-ce que tu ne serais pas un peu le Bad Boys de l'e-commerce? Si, je pense. Hein. Ah, je pense. Hein. En vrai, dit comme ça. Parce que moi, je connais un petit peu. C'est une de mes sagas préférées. Tu aurais plus le profil psychologique d'un Will Smith que d'un Marcus Lawrence, que d'un Martin Lawrence. Ouais, c'est vrai. Les belles sapes, les belles voitures. Non, c'est vrai. En vrai, c'est dit comme j'avais jamais pensé à ça, mais ouais. Ben, tu vois. En vrai, honnêtement, quand je suis arrivé. Dis à ton pote de s'appeler Donny Lawrence. C'est ça, et on va changer. Mais en vrai, quand j'ai mis du temps, moi, à me lancer sur YouTube. J'ai mis vraiment du temps parce que, en fait, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place. Dans le sens où sur YouTube, tu avais des gens qui avaient une communication très corporate, comme Yomi, comme Lucas Biver, comme Léo Guillot à l'époque. Et du coup, moi, en fait, je ne me voyais pas faire la même chose qu'eux. Ok. Genre, ça ne me ressemblait pas. Syndrome de l'imposteur un peu aussi? Peut-être pas l'imposteur parce que les résultats étaient là. Mais je me voyais pas venir et me tenir comme ça et mettre des chemises. Et genre, je me voyais pas faire ça. Et du coup, en vrai, mes 8 premières vidéos que j'ai faites sur YouTube, je les ai jamais sorties. En 2020, j'en ai tourné 8. Et à chaque fois que j'ai regardé, il y avait un truc qui... C'était pas moi, en fait. Et du coup, j'arrivais pas à les sortir. Et du coup, en 2022, je suis venu en mode... Walligan Bistoufly, on s'en bat les couilles. Et en vrai, je suis venu en mode, tu sais quoi? En vrai, de vrai, tu as fait des chiffres, tu as fait plusieurs millions, tu es légitime. Les gens, ils vont t'accepter avec ta personnalité. C'est tout. Ok, donc tu étais dans l'acceptation de toi-même, de qui tu étais, tu t'es lancé. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est une notion super importante dans le personal branding. Et c'est ça qui fait que les gens accrochent. C'est que les gens ont l'impression de pouvoir déjà, s'identifier à toi. Parce que je pense que tu es quelqu'un à qui on peut facilement s'identifier. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu dans ma petite introduction que j'ai bien préparée, parce que tu le sais, à chacun de mes épisodes, j'ai pour habitude de présenter mon invité, puis après, il enchaîne sur sa vie. Donc, si tu me l'autorises, Marcus, je vais commencer et tu me diras ce que tu en penses à la fin. Ok ? C'est parti. Marcus Lawrence, aussi connu sous le nom de King of Shopify. Autodidacte convaincu qui croit fermement en la valeur du travail acharné, affirmant que celui-ci paiera toujours plus que le talent. Tu as grandi à Roubaix et tu rentres dans le monde des affaires à l'âge de 15 ans, quand tu décides de monétiser tes propres anniversaires en chargeant l'entrée. Étincelle entrepreneuriale précoce qui laissait déjà présager d'une histoire à succès remarquable. Self-made man, tu t'es essayé à tout. Animateur pour enfants,
manager de chanteuse, chauffeur Hitch avec la 207 de ta mère, en parallèle de ton école de commerce que tu as décidé de quitter lorsque tu as compris que ta prof de marketing digital, figure d'autorité à l'époque, n'avait plus rien à t'apporter, en étant même parfois à côté de la plaque quand tu abordais le sujet du dropshipping avec elle. Cancer, accident de voiture, la vie t'a pas épargné, mais t'a fait profondément ressentir que tout ce qui ne te tuait pas t'aurait rendu plus fort, motivé par cette certitude qu'un jour tu deviendrais riche. Ce sont tes mots, tu n'as ou n'avais aucun talent à la base et tu te définis même comme la personne de ton entourage ayant le plus échoué jusqu'à ce que tu tombes sur le e-commerce et le dropshipping en 2018. Il ne t'aura fallu que 2 ans pour en 2020 générer ton premier million en dropshipping et intégrer le cercle très élitiste des millionnaires français, une revanche sur la vie, armée, je cite, d'un mindset de mec qui a la dalle. Shop, application, formation, coaching, tu avais déjà ton plan sur 5 ans avant même de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Ton histoire est pavée de succès, mais également de belles défaites, notamment avec ce passage éclair dans le monde des crypto-monnaies qui t'ont fait perdre la bagatelle de 800 000 $. Mais, et encore une fois, un bel exemple de résilience avec un gros projet NFT qui s'est sold out en 4 minutes. Record. Altruisme et méritocratie sont sans doute les 2 valeurs qui définissent le mieux ton univers, avec pour mantra la célèbre phrase « Your network is your net worth ». En français, ton réseau, c'est ta richesse. Passionné de basket, j'ai le plaisir de te retrouver 2 fois par semaine sur le terrain pour éclater la concurrence. Alors la prochaine fois que tu loueras la villa d'un joueur NBA de Miami pour y passer les vacances, merci de penser aux frérots. Hein. Tu le sais, sur cette chaîne, on parle aussi de trading. Et si je t'y ai invité, c'est aussi pour faire suite à cette vidéo que tu as sortie il y a bientôt 1 an, dropshipping versus trading. Quel est le meilleur business ? Et nous aurons l'occasion d'en débattre dans ce podcast. Donc sans plus tarder, Marcus, je te laisse la parole pour nous parler de ton parcours avant d'entamer le match. Bon courage pour passer après ça. Sinon, tu peux répondre à cette première question. Est-ce que j'ai bien fait mes devoirs ? Franchement, pendant un moment, j'étais même ému. Hein. C'est vrai ? Non, c'était un très beau résumé. J'ai vraiment rien de plus à rajouter. Tu m'as pris au dépourvu. Je croyais que tu mentais. Ouais, je croyais que tu mentais quand tu avais dit j'ai regardé toutes tes vidéos. Mais c'est vrai que quand tu parlais, je me disais, mais attends, ça, j'ai dit ça dans cette vidéo, ça, j'ai dit ça dans celle-là, ça dans celle-là. Et ouais, franchement, il n'y a pas mieux pour me résumer. Je pense que tu n'as dit aucun truc qui m'a fait froncer les sourcils. Ok, parfait. Ouais. J'ai bossé le dossier, attention. Ouais. Hein. J'ai regardé toutes les vidéos. Je me suis documenté, Marcus. Tu as fait ton travail. J'ai fait le taf. Franchement, c'est rare de voir des personnes sur YouTube qui travaillent. C'est vrai ? Parce que je te mens pas, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui, en général, en fait, j'ai bien aimé cette phrase. Tu as dit de talent au vu du travail. Et tu as beaucoup de YouTubeurs qui sont là parce qu'ils sont talentueux. Ils ont des personnalités. Okay. Mais ce n'est pas des gens qui travaillent. Okay. Et là, ça se voit que tu as travaillé. Est-ce que tu es en train de dire que je n'ai pas de talent ? Non. Je rigole. J'ai dit... je rigole, bien évidemment. Mais j'ai dit que non, ça se voit que tu travailles beaucoup. Merci, ça fait plaisir. En tout cas, je l'ai bien bossé. Alors, première question, Marcus. Dis-nous un petit peu quand et où, comment tout ça a commencé. Parle-nous un peu de ton parcours, de ton histoire, de Roubaix à Dubaï aujourd'hui. Franchement, d'où ça a commencé honnêtement, je viens d'une famille, on est 4, donc que des garçons. Ok. Donc déjà, c'était la guerre à la maison. Donc déjà, quand tu nais avec 4 garçons, déjà, tu dois apprendre à te battre. Tu dois apprendre à recevoir des coups et à te battre. Donc déjà, ça résume bien déjà ma mentalité, c'est qu'on était 4 garçons. Et pour être transparent avec toi, je viens d'une famille où on n'a pas vraiment eu d'argent. On n'a pas eu d'argent. Mon père était un peu entrepreneur, mais on va dire que ce n'était pas un entrepreneur à hyper succès. Il testait des trucs, mais c'était pas ouf. D'ailleurs, tu vois, ça, c'est un des points communs que j'ai avec ceux qui viennent en podcast, parce que c'est tous des entrepreneurs que j'invite. Et je leur pose à chaque fois cette question, donc j'aimerais avoir ta réponse. Est-ce que tu penses que le fait que tes parents ou un de tes parents ait été entrepreneur a conditionné le fait que tu sois devenu entrepreneur ? Ça se trouve, ça l'a fait inconsciemment. Je pense que ça l'a fait inconsciemment parce que
Je voyais pas trop mon père aller au travail, vu qu'il bossait de la maison, il testait des trucs. C'était l'époque du Bon Coin à l'époque. Donc, des fois, il achetait des Ah, voitures en Belgique, il les revendait en France. mais Donc, ça, il faisait attends. limite du dropshipping. Excuse-moi, Il faisait Marcus, désolé, c'est ce que j'allais dire. ouais, il C'est faisait déjà limite du du drop. Ah, mon dropshipping. daron, il était informaticien. Donc, ça veut dire, en fait, il nous a fait baigner dans Internet très tôt. Ok. Donc, des fois, à l'âge adulte, je me rends compte que ça se trouve, c'est ce qui a fait que j'en suis là Je cherche aujourd'hui. pas, la réponse est claire. Donc, tu La vois. réponse, elle est claire. Et Et c'est ouf quand même que, c'est en ouf, fait, hein. ton daron, c'était le précurseur du dropshipping avec Mais, Le Bon Coin. mais hey, c'était un crack, ce mec. Hein. Mais vraiment, Tu peux me le recommander comme prochain invité, s'il te plaît, il faut que je lui parle. Mais genre, des fois, il allait sur le Bon Coin ou sur des ventes aux enchères. Souvent, dans les ventes aux enchères, les voitures, elles sont moins chères. Il allait aux ventes aux enchères, il achetait des voitures, il les mettait sur le Bon Coin, il les revendait. Ou un jour, même une anecdote, et c'est ma tante qui m'a donné cette anecdote-là, il avait vu une annonce d'une voiture en Belgique, il a mis une annonce en France avec peut-être 1 000 euros plus cher, il a vendu la voiture avant d'avoir acheté. Ok. Donc, tu vois, c'était du dropshipping, tu Ok, vois. c'est ce qu'il faisait. Ouais, c'était clairement du dropshipping à une autre échelle, tu vois. Écoute, il était précurseur. Exactement. Et je pense que peut-être inconsciemment, ça m'a conditionné. Mais je pense qu'il m'a aussi beaucoup conditionné, c'était le fait de ne pas forcément avoir beaucoup d'argent à la maison. Genre, moi, je viens d'une ville, enfin, je suis né à Roubaix, mais à partir de mes 13-14 ans, on est parti vivre à Dunkerque. Ok. Et genre, choc culturel. Parce qu'à Roubaix, on va dire, on était tous entre enfants d'immigrés, on va se le dire. Personne n'avait plus d'argent qu'un autre, on était tous pauvres. Et j'arrive quand même à Dunkerque, où là, c'était quand même un niveau un peu plus au-dessus. Et je dis pas que les gens étaient millionnaires là-bas, mais on va dire, dans le Nord, vous touchez tous les deux 1500, ça fait 3000 euros de revenus. C'est énorme. Les loyers là-bas, ils sont à 500 euros. Donc ça fait 2500 de revenus qui restent à la fin du mois. Et je voyais quand même, là, c'est là où j'ai commencé à avoir une grande différence. Et là, tu vois que les gens ont de l'argent de poche le mercredi. J'ai jamais entendu ça. À Roubaix, on prenait le ballon de foot, on allait jouer au terrain. Là, les mecs, ils commencent à dire, on va au McDo le mercredi. Ok. Tu vois, et c'est là où ça a commencé parce que j'allais demander ce genre de choses à mes parents et ils me disaient non. Donc, bah, moi, il fallait que je trouve des solutions pour passer les mercredis avec les gars avec qui je voulais traîner au collège et tout. Donc, c'est ça, je pense, qui a commencé à créer un truc où j'ai vite dû comprendre qu'il fallait que je me débrouille tout seul. Et tu as commencé par quoi? Bah, franchement, commencer par... franchement, je vais pas te mentir, hein. C'est ce que je disais dans une vidéo. Déjà, j'ai commencé par plein de trucs pas très nets. Donc, je te mens pas, j'étais un petit pickpocket. Tu étais un petit pickpocket. Franchement, je te mens pas. Ok. Même un grand pickpocket. Mais ça m'arrivait de voler des trucs, les revendre. Je vais pas te mentir, je suis transparent, vu que... Il y a prescription maintenant. Il y a prescription. J'avoue, ça fait plus de 10 ans. C'est bon, terminé. Vous ne m'attrapez pas. Mais franchement, c'était ça. Vu qu'en France, en vrai, tu peux pas bosser tant que tu n'as pas 16 ans et que tu n'as pas le BAFA. Ouais. Donc, du coup, franchement, j'étais un peu terrible. Hein. De mes 14 à mes 16 ans, c'était mes années terribles. Ok. Après, à partir de mes 15 ans, j'ai fait mon anniversaire. Ah. Là, c'était mon anniversaire de mes 15 ans où, à Dunkerque, en fait, on a pris une maison. Du coup, on n'était plus en HLM, on était en maison. Du coup, arrivé à Dunkerque, j'avais une grande maison, c'était mon anniversaire. Je vois, il y a beaucoup de gens qui me disent, je peux venir, je peux venir, je peux venir. Moi, dans ma tête, je me dis, mais je vais pas tout payer et tout. Genre, Du coup, c'est là où, dans ma tête, je me dis, je vais dire à tout le monde de payer 10 euros. Et je vois 10, 15, 20, 30. Je crois qu'on était une trentaine. Ça fait 30 fois 10 euros. 30 fois 10 euros, ça fait 300 euros. Sauf que moi, derrière, j'ai acheté que 60 euros de nourriture. Ok. Tu vois ce que je veux dire? La marge était déjà là. Donc, derrière, la marge, elle est de 240 euros. Donc là, je m'achète ma première montre à la bijouterie. C'était pas grand-chose, c'était une montre fossile. Mais Ok. c'était une montre fossile à 100 euros. J'ai 15 ans, je m'achète une montre à 100 euros avec mon argent. Pas l'argent de papa, maman. Et celui-là, je ne l'ai pas volé. Donc, tu vois, c'est même un sentiment différent. Ok. C'est en mode, là, je l'ai mérité. Donc, ta première montre d'une longue série, Ouais, c'était une fossile. une fossile. Alors, moi, Marcus, la dernière fois, je suis tombé sur un post sur Instagram. Ok. Et j'aimerais qu'on le reprenne. Il est juste ici. Je vais vous l'afficher également à l'écran. Ok. Donc, c'est celui-là. Ok. Ok. Est-ce que tu peux, je vais te passer le téléphone, est-ce que tu peux nous lire la légende, s'il te plaît? Ok. Let's go. Pour mon anniversaire, je me suis offert la Richard Mille 029. Cette montre n'est pas seulement la montre de mes rêves, c'est aussi la preuve que tout est possible à celui qui croit. Beaucoup de hauts, énormément de bas. C'était vraiment pas facile, mais on a continué à se battre et on continuera encore et encore. Aujourd'hui, je commence à comprendre que tout arrive pour une raison. Sans toutes ces épreuves, j'en serais sans doute pas là aujourd'hui.
croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout, battez-vous en toutes circonstances. Ça finira forcément par payer. Dieu est grand. Waouh! Ça, c'est une déclaration. Voilà. Merci. Félicitations, très beau message. Très beau, très beau message, inspirant. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur, avant qu'on parle du succès, quels ont été les échecs? Honnêtement, bah, les échecs, il y en a eu énormément des échecs, il y en a eu énormément. On va passer par un des plus gros, bah, c'est quand j'ai perdu plus de 800 000 euros en crypto. Ok. Donc à l'époque, j'étais deep de temps, j'étais trop gourmand, je voyais des projets Non, NFT attends, qui... parce que là, tu as perdu 800 000 euros en crypto. Mais comment tu as fait pour avoir ces 800 000 euros? Parce que là, tu me dis, mon plus gros échec, c'est perdre 800 000 euros en crypto. Mais si tu as 800 000 euros en crypto, c'est que tu as eu un succès qui t'a emmené 800 000 euros. Après, tu as décidé de faire C'est ce que ça. tu veux avec. Donc, le premier échec de base, il était où? Le premier où tu t'es dit, OK, là, bah, dans ma série, ça, c'est le premier. Et on dit souvent, d'ailleurs, qu'on n'est qu'à un échec du succès. Ouais, du succès. On est... Bah, honnêtement, mon premier échec, en fait, je saurais tellement pas te dire, tellement j'en ai eu dans ma vie. Tu vois, donc j'arriverai même pas à les dire en termes de chronologie parce que j'en ai eu tellement des échecs, que ce soit dans le sport, quand tu fais des détections pour un club, que ce soit dans Tu as fait des l'entrepreneuriat. détections pour un club? Ouais, plein de fois. Au foot? Non, au basket. Au Tu basket? vois, des fois, ça arrivait aussi, où un jour, j'avais failli être sélectionné pour la sélection départementale. OK. J'avais fait sélection, j'ai pas été pris. OK. Genre, tu vois, des échecs, j'en ai eu plein dans ma vie. Des échecs, que ce soit dans le sport, plutôt des échecs et déceptions, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Comme je t'ai dit, j'ai été manager d'une artiste. Bah, j'ai eu un échec, c'est qu'à la fin, j'ai abandonné. Alors qu'en vrai, on aurait pu réussir avec du recul. Parce qu'en vérité, tu as eu plusieurs vies, toi. En fait, c'est ça que je dis aux gens des fois. J'en parle avec mon frère et tout, et je disais un jour, de toute façon pas maintenant, mais on pourrait faire une série avec ma vie. Parce que tous les 3 ans, il s'est passé, j'ai eu une vie différente. Il y a eu une époque où j'étais dans la musique et j'y croyais dur comme fer. Il y a eu une époque où je faisais plus rien. Il y a une époque où j'étais à mort dans l'école. Et là, il y a eu l'époque où je suis devenu entrepreneur. J'ai eu franchement j'ai eu vraiment beaucoup de vie. Hein. Et comment t'expliques que tu te sois arrêté sur l'e-commerce alors? Puisque, je le répète, on est souvent qu'à un échec du succès. Est-ce que tu identifies ça comme le fait que peut-être tu n'as pas assez persévéré ou que tu es resté trop peu longtemps dans l'industrie musicale dans laquelle tu aurais pu percer? Ou vraiment il y a eu un ressenti où tu t'es dit ok, c'est juste pas pour moi, je m'essaye à plusieurs domaines et je finirai inévitablement par tomber sur ce qui me passionne le plus et donc performer dedans? En fait, pour être transparent avec toi, comment ça s'est passé? Bah, de base, j'étais manager d'une artiste. Donc cet artiste-là, ça se passait bien. À l'époque, on faisait des 200, 300 000 vues, ce qui est énorme. Mais moi, j'étais tellement ambitieux à l'époque que pour moi, c'était rien. Mais avec du recul, j'aurais dû continuer parce qu'en 2 clips, tu fais 300 000 vues, c'est incroyable. Mais déjà, première chose. Et en gros, je manageais d'autres artistes, y compris mon grand frère qui rappait aussi, etc. Et il rappait avec Gradure. C'est pour ça que je connais très bien Gradure. Et en fait, j'en avais marre. En fait, étant donné que je pensais que j'avais pas de talent, j'arrêtais pas d'essayer de me mettre au service des gens. Donc, Ok. j'ai aidé mon grand frère sur sa carrière, j'ai aidé mon artiste sur sa carrière, j'avais aussi C'était un ami le à parfait moi. sidekick, quoi. Exactement. Et en fait, je pensais que j'avais pas de talent. Du coup, je me disais, bon, t'as pas de talent, mais ton talent, c'est que t'aides les gens à être meilleurs. Donc, Ok. et ça veut dire au bout d'un moment, j'étais constamment frustré parce que j'avais toujours une vision pour ces gens-là et ils refusaient de m'écouter. Et je commençais à être frustré encore et encore. Et au bout d'un moment, je me suis dit, et si tu arrêtais de miser sur les gens et tu commençais à miser sur toi? Donc c'est là où, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, toute ta vie, tu as essayé d'être altruiste, aider les autres à faire mieux. Et ça marche pas, en fait. Les autres, ils t'écoutent pas. Donc, en fait, mets cette énergie-là sur toi. Et genre, 1 an après, bah, j'ai arrêté avec mon artiste. J'ai été travailler chez Domino's. Et ça me faisait du bien parce que pour une fois, mon argent, il était pour moi. Parce qu'avant, pour mon artiste, vraiment, j'étais vraiment... Dès que je gagnais 1 euro, ça payait ses séances de studio. Ça payait des clips. Ça payait... Et vraiment, développer une artiste femme, c'est plus cher qu'un artiste homme. Ce qui Parce t'a que- appris aussi également le sens de l'investissement. Exactement. Donc, et vraiment, genre, ça, tout partait. Les séances de studio à 80 € l'heure, les maquilleuses, les trucs. Et c'est pas grave. Je me disais que ça allait finir par payer. Mhm. Et donc, au bout d'un moment, bah, je suis retourné travailler chez Domino's. Et bah, là, ça m'a fait du bien parce que déjà, ma paye, elle était pour moi. Donc, j'ai commencé à me racheter des habits, à partir en vacances. Donc, il me fallait, je pense, le besoin de souffler avant de réfléchir à ce que j'allais faire. Ok. Et là, je suis tombé bah, justement sur l'entrepreneuriat, comment devenir riche, etc. Et entre-temps, je suis parti en école de commerce.
J'ai fait mes concours pour entrer en école de commerce. Vraiment, à cette époque-là, je me suis dit, pense qu'à toi. Donc, en vrai, je me suis dit, tu es intelligent, mets ton cerveau à bon escient. J'ai fait des concours pour entrer dans une école de commerce. J'ai été pris. Donc, du coup, après. C'était quelle école de commerce? L'ESCE. ESCE, ok. Dans le groupe INSEC. C'était pas classé de ouf, mais c'était peut-être top 30 ou top 40. Du coup, c'était déjà pour quelqu'un comme moi qui vient de Roubaix, c'est énorme déjà. Du coup, j'ai fait des concours, j'ai été pris. Et de là a commencé la frustration où je cherchais une alternance et j'en trouvais pas. Du coup, je voyais déjà que je suis le seul de ma promo qui n'a pas d'alternance. Donc, je commençais à être de plus en plus frustré. Et c'est là où je me disais, si tu n'arrives pas à trouver de travail en physique, tu vas travailler en digital. Et c'est là où j'ai tapé sur Internet à la maison, comment devenir riche en ligne. Alors, la légende est vraie. C'est vraiment vrai. La légende est réelle. Ouais. C'est-à-dire que tout a commencé d'une requête Google, comment devenir riche. Mais vraiment. Et à chaque fois, c'est vrai que beaucoup de gens disent ça. Est-ce que c'est pas ça le secret du succès? Et franchement, c'est là où je me suis rendu compte que Google, c'est vraiment utile. Donc, au début, je suis tombé sur des sites Google de merde. Et t'as dit quoi d'ailleurs, Google? D'abord, je suis tombé sur les sites, tu sais, les sites à Wiki ou comment ça s'appelle? Wikipédia? Ouais, mais c'est pas Wikipédia, mais c'est Wiki truc. Enfin bref, c'est un article qui disait les moyens de devenir riche. Ouais. Alors, en ligne, répondre à des questionnaires. Tester des médicaments, genre il y avait que des excellent ça. Il y avait genre que des trucs de merde, très très bon. Et genre les liens d'après c'était des vidéos YouTube, et du coup là boum, je tombe sur YouTube, là je vois une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, et là je me dis ok, déjà YouTube ça a l'air plus crédible. Et de là il y avait aussi Théophile Hélier à l'époque, il y avait plein de gens, il y avait Yomi, il était déjà là, il y avait Léo Guillot du Cabiver, et donc dans les business il y avait la crypto, le e-commerce et le SMMA. C'était les 3 gros business qui sortaient du lot. J'ai essayé la crypto, ça n'a pas marché. J'ai mis tout mon rappel du chômage en 24 heures, boum, divisé par 2. Du coup, je me dis, faut que tu trouves un business qui dépende uniquement de toi, qui ne dépende pas de ton cours, pas du cours, pas de métriques, ça dépend de toi et toi-même. Et là, je suis parti sur le dropshipping. Et sur le dropshipping, en plus, je vois le dropshipping, je vois qu'il faut aussi avoir des compétences en marketing. Ça tombe bien, j'étais en master marketing digital. Et donc, j'écoute un peu Yomi parler. Et franchement, sans manquer de respect, mais quand je l'ai vu parler, j'ai dit, il n'a rien de plus que moi. C'est un être humain normal. Il n'a rien de plus que moi. Parce que moi, quand je regarde des vidéos YouTube des gens, j'aime bien analyser un peu sa manière de parler. Est-ce qu'il a l'air intelligent ou pas? Et je ne dis pas qu'il n'était pas intelligent, mais du moins, je ne l'ai pas trouvé plus intelligent que moi. Dans son élocution, dans sa manière de parler. À l'époque, il expliquait qu'il avait payé une influenceuse 20 000 euros et qu'il avait fait 100 000. Du coup, moi, je me suis dit, OK, donc si je mets 200, je vais mettre 1000. Tu vois, c'est ça mon calcul que j'ai fait. Okay. J'ai juste regardé son retour sur investissement. Je n'ai pas été impressionné par le fait qu'il a fait 100 000. Je me suis dit, bon, moi, si je mets 200, je vais faire 1000. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai payé une influenceuse à 350 euros qui s'appelait Nao Babe. Et là, boum, j'ai fait 1500 euros. Et là, je me suis dit, là, tu vas devenir riche, ça. Et alors, c'était quel produit que tu vendais? À l'époque, c'était des perruques. Mais où est-ce que tu t'es... Alors, on reviendra sur ce sujet de perruques parce que c'est quand même une grosse niche, ça. Tu dis, je me suis lancé dans un domaine où je voulais pas de dépendance, etc. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler du fait que tu n'es pas de dépendance quand tu es dans le dropshipping? Parce que tu es quand même dépendant des plateformes déjà. Une de tes plus grosses dépendances, arrête-moi si je me trompe, mais par exemple, c'est les modules de paiement. Par exemple, tu es dépendant de tes publicités, tu es dépendant du produit, tu es dépendant de tes fournisseurs, etc. Comment, finalement, est-ce qu'on peut vraiment parler d'indépendance quand on choisit le e-commerce? Très, 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 très bonne question. Mais en gros, quand j'entends le terme dépendance, c'est mes performances dépendent de moi, pas la logistique. D'accord. Okay. Tu vois, ça veut dire là, tous les exemples que tu as évoqués, c'est vraiment en termes de logistique. Oui, effectivement, en e-commerce, tu dépends d'une logistique. Tu es obligé, on n'a pas de boutique physique, on n'a rien, il faut bien que tu dépendes de quelque chose. Mais là, ce que je voulais dire, c'est vraiment tes performances dépendent de toi. Tu es la seule personne qui peut faire que ton business marche. D'accord, ok. Si tu enlèves le fait par exemple, je te donne un exemple, si tu ne comptes pas sur une influenceur et que tu fais de l'ADS, sur TikTok Ads, tes performances dépendent de toi et toi. D'accord. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais dire. Après, effectivement, il y a des facteurs comme il y a des blocages, il faut avoir un Stripe.
Ça, on en reviendra sur les blocages, notamment les business managers. Exactement. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Tu as une dépendance, mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, tes dépendances, pour moi, elles dépendent uniquement de toi. Et moi, au sens où je l'ai vécu à l'époque, c'est que j'avais mis 3600 sur le Zcash. Le lendemain, le Zcash, il a chuté, il était à moins 50. Et du coup, ça ne dépendait pas de moi. Ce n'était pas ma faute. Alors qu'en e-commerce, si tu perds de l'argent, c'est ta faute. D'accord. C'est que tu as mal suivi les stratégies, c'est que peut-être ton taux de conversion n'est pas bon, ton prix n'est pas bon, tu as mal choisi ton winner. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire que c'est ta faute. Si tu n'arrives pas à chiffrer en e-commerce, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors que je trouvais qu'en crypto, il y a trop de facteurs externes qui ne dépendent pas de toi. Et tu auras beau faire des nuits blanches ou pas, tu ne pourras rien y faire. Donc finalement, toi, ce que tu veux, c'est contrôler ton environnement. Exactement. Et c'est soit ton succès, soit ton échec, mais en aucun cas, il est lié à quelqu'un d'autre. Par exemple, dans l'exemple du manager que tu étais avant pour la chanteuse, si elle chantait mal, tu étais en galère. Exactement. Ou si elle n'était pas performante, tout simplement, tu étais en galère. Ce qui n'est plus du tout le cas avec le dropshipping. Exactement. Et j'aime bien cette comparaison-là parce que justement, quand j'ai eu cet échec-là en crypto, je me suis dit, attends. Tu as voulu arrêter la musique pour ne plus dépendre d'artistes. Donc là, pourquoi tu vas encore dépendre d'un autre truc? Donc je me suis dit, là, je suis vraiment à la recherche de reprendre le contrôle sur ma vie, reprendre le contrôle sur tout. Du coup, ce business-là, pour moi, c'était le plus adapté par rapport à ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Là, pour la timeline, on est en quelle année au moment où là, on est en 2018. On est en 2018. L'époque de la musique, on va dire, c'était entre 2014 et 2016. Parce que là, on arrivait un petit peu aussi sur l'âge d'or du e-commerce et du dropshipping, qui, pour moi, dropshipping est plutôt mort en 2021. Enfin, a commencé à quand même être sur le déclin avec toutes ces politiques, un flux voleur, les produits. Tout le monde a compris que ça venait d'AliExpress, des trucs de Chine, machin, etc. D'ailleurs, ça a été un tournant dans ta carrière, j'imagine. Comment tu t'es adapté à ça? Parce qu'aujourd'hui, tu fais toujours du e-commerce, tu génères toujours du chiffre, mais tu as obligatoirement dû t'adapter à ça. Honnêtement, c'est une très bonne question, mais à chaque fois, je réponds ça aux gens. Non, ça n'a eu aucun impact pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que moi, à chaque fois, je dis dans mes vidéos, j'ai presque jamais fait du dropshipping en France. J'ai toujours été à l'étranger. Donc ça, c'était des polémiques qui étaient que en France. La France, c'est l'un des peuples les plus réfractaires au monde. À chaque fois que tu vas sur Twitter, ils se moquent de nous parce qu'on fait des grèves. Ils disent les Français, c'est les meilleurs en grève. Donc en gros, les Français, on est les meilleurs pour faire des polémiques sur du no-sense. C'est normal que des produits viennent de Chine. Tout vient de Chine. Mais il n'y a qu'en France où les gens ont dit « Ah ». Non, mais la polémique, elle n'était pas sur les produits de Chine. La polémique, elle était sur des produits qui venaient de Chine, qui valaient peut-être 1 euro, que les dropshippers revendaient 40, 50, 60 euros. Oui, elle était là, la polémique. Honnêtement, on va être transparent. J'ai un t-shirt Louis Vuitton, tu as un t-shirt Christian Dior. Il coûte combien à faire? Ça coûte 5 euros. C'est le but du business. Acheter un produit pas cher, le revendre plus cher. Pour moi, ce qui pose problème avec le dropshipping, c'est que ça soit des gens qui n'ont pas de diplôme, qui partent d'en bas et que c'est beaucoup trop accessible. Du coup, ça change les codes. Mais en vrai, moi, je trouve rien de choquant au fait que c'est le but du commerce. C'est la loi de l'offre et la demande. Et limite, en France, c'est interdit de vendre à perte. Il y a une loi qui dit qu'en France, tu ne peux pas vendre à perte. Donc, tu es obligé de vendre plus cher. Donc, c'est quoi le problème, du coup? Et c'est ça, en fait, que... Moi, je pense qu'ils ont juste un problème avec l'entrepreneuriat qu'avec le business model en lui-même. Parce que quand tu vas chez Zara et que tu achètes un t-shirt tout blanc à 24 euros, c'est pas du foutage de gueule, ça. Le t-shirt, il coûte 2 euros sur AliExpress. C'est un t-shirt tout blanc. Allez, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté en masse et ils ont mis des tickets Zara. Le meilleur exemple, c'est Balenciaga. Tu vois? En termes de foutage de gueule, c'est des t-shirts noirs avec un bout de scotch dessus, des sacs poubelles pour s'habiller. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pense juste que ce qui pose problème, surtout en France, parce que ces polémiques-là n'ont pas eu lieu à l'étranger, c'est... En fait, moi, je pense qu'il y a eu un gros problème avec l'argent. Et on va dire, les influenceurs, ils foutaient n'importe quoi. Ils faisaient 8 placements par jour. Donc, ils se foutaient de la gueule du monde. Ils faisaient du marketing trompeur. Il y avait plein de choses, en fait. Est-ce que, toi qui as bossé quand même avec pas mal d'influenceurs, est-ce que rétrospectivement maintenant, toi, tu peux nous dire, est-ce qu'ils savaient ce qu'ils vendaient au moment où ils le vendaient? Je te coupe une seconde dans cette vidéo pour te dire que le mentorship réouvrira bientôt ses portes. Je prends que 5 personnes uniquement, les plus sérieux, motivés et ambitieux pour les emmener vers un trading de performance. Je te donne rendez-vous juste après cette vidéo sur www.thefrenchtrader.com.
À tout de suite dans le bon sens de la tendance. Retour à la vidéo. Est-ce que, toi qui as bossé quand même avec pas mal d'influenceurs, est-ce que rétrospectivement maintenant, toi tu peux nous dire, est-ce qu'ils savaient ce qu'ils vendaient au moment où ils le vendaient, ces influenceurs ? Bien sûr, ils savent très bien. C'est pour ça que moi, quand je vois les influenceurs mal parler du dropshipping, ils m'énervent tous parce qu'ils crachent tous dans la soupe. Alors qu'ils ont tous encaissé avec. Ils sont tous venus à... Il y a eu... le dropshipping est mort. Et il y a eu d'avant-après dropshipping pour les influenceurs. Ils ont tous payé leur train de vie grâce au dropshipping. Tu vois, qu'on le dise ou non. À la fin, les politiques chez Shona Evans, c'était les photos que vous devez nous proposer, il faut qu'elles soient différentes de celles d'AliExpress. Donc, en gros, tu viens un mock-up avec Photoshop, ça passait. Et ils le savaient. C'est juste que le service juridique ne voulait pas que les photos qu'il y avait sur AliExpress soient les mêmes que sur notre site internet. Mais ça restait du dropshipping. Juste, les gens photoshopaient des photos d'AliExpress et faisaient des meilleures photos. Donc, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Les influenceurs, ils ont bien mangé l'argent des dropshippers. Ils ont bien mangé. Magali Berda, elle a bien mangé aussi. Et genre, en vrai... elle continue de manger, hein, du coup, pour le coup, mais dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie par rapport à ça. Et moi, je pense qu'au lieu de tourner leur veste, ils auraient juste dû dire, il y a quoi de mal ? Pour moi, il y a quoi de mal à faire du dropshipping ? Genre... c'était le discours qui était racoleur, ultra commercial, là où ils savaient. Parce que c'est toujours pareil, c'est 2 poids 2 mesures. Tu peux dire que tu peux vendre les choses de manière marketing, parce que tout est marketing. Tout ce qu'on fait, c'est du marketing au quotidien. Exactement. Toi, ce que tu monétises, c'est pas un produit, c'est du marketing. Parce que c'est la valeur perçue. Exactement. C'est la valeur perçue que tu monétises. Et là où toi, tu as été le petit malin de la bande, c'est que au lieu de faire ton drop en France, tu es parti à l'étranger. Exactement. Et ça a été le game changer qui fait que toi, tu es passé entre les gouttes, entre guillemets, pour pouvoir justement tirer ton épingle du jeu plus facilement. Exactement. Pour revenir à l'anecdote de Shona Evans, quand ils avaient fait leurs restrictions, parce qu'il y avait eu des premières polémiques avec Emma Kekup. Parce que les gens commençaient à se rendre compte que ça venait d'AliExpress. Bref, du coup, Shona Evans, ils avaient mis des règles que je viens de t'expliquer sur le fait qu'il faut changer les photos, il ne faut pas que ce soit les mêmes. Sauf que moi, étant donné que je n'avais pas pris de formation, je ne savais pas qu'avec un Photoshop, tu changeais ça. Je pensais qu'il fallait que je fasse un shooting photo moi-même. Donc moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je vais aller à l'étranger. Donc du coup, c'est là où je me suis dit, le dropshipping, ça marche en France. Ça doit marcher en Espagne, ça doit marcher en Italie, ça doit marcher au Mexique, en Colombie. Et c'est là où, en fait, par curiosité, et encore une fois, parce qu'une porte s'est fermée, au lieu d'aller pleurnicher, je suis parti aller toquer à une autre porte. Et là, j'ai été chez les Italiens et les Espagnols qui m'ont accueilli à bras ouverts. Okay. Et première promotion, je paye... Qui m'a accueilli à bras ouverts. Exactement. Qui m'ont accueilli à bras ouverts. accueilli à bras ouverts. Et première promotion en Espagne, 1 500 €, je paye l'influenceuse, ou 1 800, je ne sais plus exactement. Et là, je fais genre 24 000 €. Mais tu vois, ce que tu dis là, c'est très important parce que moi, c'est ce que j'explique dans mes formations de trading, tu vois. C'est que en trading, tu sais, pour être rentable, tu es obligé d'avoir une stratégie sur le long terme. Si tu n'as pas de stratégie, il y a un jour, tu es un bon analyste, comme toi, par exemple. Un jour, un matin, tu vas te lever, tu vas être un bon analyste, tu vas trouver des winners. Et le lendemain, tu vas être un mauvais analyste, tu vas trouver des produits que tu vas penser winners, mais qui en fait seront des losers, tout simplement. Et en trading, c'est pareil. Donc, cette stratégie-là, et moi, c'est ce que j'arrête pas de le répéter, c'est que plutôt que d'aller sur un marché et de forcer votre stratégie, allez sur un marché qui est prêt à recevoir votre stratégie. Et finalement, c'est ce que tu as fait. Puisque toi, tu avais ta stratégie, mais tu as compris qu'en France, c'était mort, ou alors que ça commençait à être mort, ou que ce n'était pas l'endroit où il fallait être. Donc, tu as exporté ta stratégie dans un autre pays, et aujourd'hui, ça a payé. Maintenant, la vraie question, c'est quel est le pays qui est le plus bankable pour le dropshipping? Honnêtement, je vais pas te mentir, il n'y a aucun pays qui est plus bankable qu'un autre, ils marchent tous. Genre Espagne, Italie, Mexique, Colombie. Parce qu'on a quand même l'habitude de dire que les Américains, ils sont assez... En fait, les Américains, c'est un des pays bankable, je suis d'accord avec toi, mais le problème, en fait, aux États-Unis, c'est qu'il y a tellement de concurrence qu'on va dire pour rentrer dans ce marché-là, il faut vraiment beaucoup de sous. Donc, c'est vraiment un marché où tu peux faire beaucoup d'argent, mais en tant que débutant, je ne conseillerais pas d'aller là-bas. Alors oui, moi, je peux aller là-bas, mais pourquoi? En fait, je t'explique. En général, aux États-Unis, tu vas avoir un coût par clic. Donc, ton visiteur va te coûter peut-être 60 centimes. Donc, pour 100 visites, tu vas peut-être payer 60 €, entre 60 et 80 €. Donc, pour avoir vraiment beaucoup de visites, tu dois dépenser beaucoup plus. Alors que je te donne un exemple, un marché comme le Mexique,
les 100 visiteurs me coûtent 3 centimes. Okay. Non, les 100 visiteurs me coûtent 3 euros. Ouais, parce que les visiteurs me coûtent 3 centimes. Tu as un ROAS qui est phénoménal. Qui est phénoménal. Donc, du coup, moi, je conseillerais quand même plus aux gens qui débutent d'aller dans des marchés qui sont très peu prisés, enfin, qui sont très peu ciblés. Okay. Et là, ça sera mieux, tu vois. Donc, avec combien on peut se lancer en dropshipping, en vrai? Pour moi, déjà, avec 50 euros, tu peux te lancer avec 100 Avec 50 euros? Honnêtement, tu peux te lancer avec n'importe quelle somme. 50 euros, ouais, mais ça nécessite que tu aies des compétences. Oui, ça nécessite que tu aiais des compétences. Ou que tu regardes beaucoup de vidéos, ou que tu regardes ma chaîne. Mais en vrai... chaîne qui s'affiche juste en bas, les amis. Exactement. Mais non, pour être transparent avec toi, il y a toujours des moyens de bricoler. Donc, en gros, je te donne un exemple. Au début, je n'avais pas beaucoup d'argent en dropshipping. Ouais. Bah, qu'est-ce que je faisais? Je démarchais des influenceurs qui avaient genre 10, 15, 20 000 abonnés. Et je leur disais, je te donne mon produit gratuit. Est-ce que tu peux me faire une pub en partage de bénéfices? Ils disent oui. Bah, ça, il n'y a pas besoin d'argent pour faire ça. C'est ça que je veux dire. Donc, il y a toujours des solutions pour faire de l'argent, même sans argent, en vrai. Est-ce que tu as eu un mentor ou quelqu'un t'a aidé, toi, dans tes débuts? Non, honnêtement, pas du tout. À part Will Smith, bien sûr. Non, franchement, non, pas du tout. Du coup, je regardais énormément de vidéos sur l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas eu de mentor. Ce qui a fait que j'ai fait énormément d'erreurs. Parce que je sais qu'il y en a un dans le milieu qui t'appelle Tonton Marcus, que tu as aidé également, parce que tu as aussi, tu aides aussi, tu as aidé certains influenceurs aujourd'hui qui sont dans un tout autre domaine. Est-ce que tu continues d'aider les gens? Est-ce que tu as des histoires à succès? Parce que tu as dit que quand tu étais manager, ton rôle, c'était de faire briller les gens. Mais aujourd'hui, mine de rien, tu as fait quand même briller des gens qui aujourd'hui sont dans une toute autre industrie, qui n'ont peut-être pas de rapport avec toi ou quoi que ce soit, mais tu les as aidés quand même à briller à certaines étapes de leur vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, par exemple, là-dessus? Ouais, bah, par exemple, il y a quelqu'un comme... celle-ci, je vais en parler vu qu'on en a parlé publiquement, mais par exemple, Anthony Sirius, bah lui, je m'en rappelle, je crois que c'était en 2021, quand il démarrait l'e-commerce. À l'époque, il avait un shop de durag. Et tu vois, incroyable. Tu étais son seul client, du coup. Et tu vois, il avait son shop de durag, il faisait de la publicité sur Google, et son shop, il marchait bien. Sauf qu'en gros... Quand tu es en train de scaler, des fois, tu peux être épuisé par le cash flow. Du coup, il m'avait dit, Marcus, j'ai un shop là qui fonctionne bien. Est-ce que tu peux m'aider à payer des pubs pour qu'on le scale ensemble? Et je crois qu'on a... Mais comment vous connaissiez déjà tous les deux? En fait, on s'était rencontrés à Londres via un ami en commun. Puis après, il était venu à un mastermind à Dubaï en 2020. 2020. Ouais, c'était en 2020. C'était en octobre 2020. Quand moi j'entends vos histoires, tous ceux qui sont passés sur la chaîne, Gab, Romain, mes amis du même cercle, votre réussite quand même, elle est jeune. Elle est jeune quand même. Ça fait pour la plupart, ça fait entre 4 ans, 4 à 5 ans que vous avez tous décollé. Et donc ça a pris 4-5 ans, bien évidemment. Je passe toute la carrière que vous avez eue. Mais c'était une réussite qui était quand même jeune, naissante et qui a été fulgurante. Et il y en a beaucoup qui ont commencé justement par ces histoires de mastermind où vous vous êtes rencontrés les uns les autres et chacun a pris un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui, a fait sa propre sauce et aujourd'hui a décollé complètement. Ah bah oui, après c'est digital. Hein. Your network is your network. Ouais, exactement, c'est digital et puis le digital c'est l'un des rares secteurs d'activité où tu peux passer de ça à ça. Je sais pas, on reprend l'exemple, je sais pas si tu te rappelles pendant le Covid d'application Clubhouse. Ouais. En moins de 1 an ou 2, ils ont été valorisés à 2 milliards. Wow. Après, ils ont été cons. Pourtant, c'était pas ouf. Hein, après, ils ont été cons, ils n'ont pas revendu. Mais ce que je veux dire, c'est que ce type de valorisation rapide, il n'y a que dans le digital que tu peux voir ça. Ouais, c'est clair. Tu vois, donc du coup, c'est pour ça qu'on a eu des ascensions rapides, c'est qu'on était dans le bon secteur au bon moment. Et donc, il y a une notion, finalement, c'est comme d'hab, il y a une notion d'opportunité, une notion de timing. Comme toujours. Aujourd'hui, tu pourrais redevenir le Marcus que tu as été en commençant. Est-ce qu'en commençant aujourd'hui, tu pourrais redevenir le Marcus que tu es aujourd'hui? Oui, sans hésiter. Refaire les mêmes millions. Exactement. Pas de problème. Parce que le modèle est duplicable, le modèle est stable et duplicable. Exactement. En fait, une fois que tu l'as fait, tu peux le refaire à vie. Je pense que c'est pour ça que j'avais dit ça dans une vidéo TikTok. Les gens ont pris ça pour de l'arrogance. C'est que j'avais dit, tu peux me remettre à zéro, je vais me refaire. Mais ce n'était pas par arrogance. C'est juste une manière de dire que, je te donne un exemple. Si là, maintenant, je te demande d'aller chez moi en voiture, peut-être la première fois, ça va être compliqué, mais la deuxième fois, ça sera plus facile et la troisième fois, encore plus simple. C'est pareil avec l'argent. Je l'ai fait une fois, mais je pourrais le refaire 10, 15, 20 fois. Ce n'était pas de la chance. Si je te dirais que je ne suis pas capable de le refaire,
Ça voudrait dire que c'était de la chance, en fait. Ok. Alors que ce n'est pas de la chance. C'est du travail, il y a des stratégies. Et puis de la confiance en Et toi de la aussi. confiance en moi aussi. Donc, je sais que je peux le refaire, peu importe le secteur d'activité. Là, même, imaginons même demain, tu me dis, Marcus, essaye de refaire 100 000 euros avec une autre activité. Tu fais plus d'e-commerce, je te le refais. Je sais pas, je deviens monteur vidéo, je te fais du SMMA, je te fais du... Peu importe, en fait. En fait, il faut comprendre que, OK, il y a l'argent, mais il y a tous les skills que tu as eus qui t'ont aidé à faire de l'argent. Et tu Parce peux que c'est vrai qu'en termes de skills, le dropshipping et l'e-commerce, ça te forge de ouf. Mais ça te... Tu fais des sites internet, C'est tu ça. es dans le graphic design, tu fais du montage vidéo, tu fais des ads, tu fais de la stratégie commerciale, tu fais de la vente, tu fais du SAV, C'est tu ça. fais du... C'est complet de Négociation ouf. fournisseur, C'est complet de ouf. c'est complet de ouf. Ça veut dire là, je peux te dire au moins 8 secteurs où je pourrais aller les yeux fermés. Genre là, demain, je peux devenir monteur sur YouTube. Bon, je ne suis pas expert en Premiere Pro, mais tu me laisses 2 semaines, je te le fais. Tu vois ce Est-ce que que je veux tu dire? penses qu'aujourd'hui, dans un univers parallèle, un multivers, si tu devais retourner salarié, bon, je sais que ce ne sera jamais le cas, probablement, en tout cas, je ne te le souhaite pas, mais si tu devais retourner salarié, est-ce que tu penses que les compétences que tu as acquises au fur et à mesure de cette expérience professionnelle, avec laquelle tu as généré des millions, seraient aussi bien valuées en termes de salaire? Bah non, non, bah je pense Alors bien pas. évidemment, tu ne ferais pas des millions en tant que salarié, c'est pas ce que je veux dire. Mais est-ce que tu penses que tes compétences seraient à l'heure d'aujourd'hui reconnues à leur juste valeur chez un employeur? Je pense même pas, hein. Parce que j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont en entreprise. Et des fois, quand tu es dans des grandes entreprises, bah, par exemple, j'ai une amie à moi qui est dans une grosse boîte. Et elle me disait justement, c'est très chiant dans les grosses boîtes parce qu'il y a des pôles pour tout. Donc parfois, toi, ton travail, il est très précis et tu peux même pas mettre à bien ta créativité parce Ok. que là, tu marches sur la fiche de poste d'une autre personne. Donc je pense même pas que mes, mes, mes skills seraient bien utilisés parce qu'en fait, on me dirait, ton taf, c'est chef de projet pour faire ça. Et tu Ok. vois, ça se trouve, tu aurais une mission précise. Ok. Et toi, tu as besoin de liberté, d'exprimer ta créativité. Exactement. C'est un tout. Moi, ça me fait kiffer. C'est un des facteurs qui m'a joué beaucoup de tours, mais qui m'a beaucoup aidé. C'est moi la partie que j'adore le plus dans un business, c'est la création. Tu sais, c'est ce challenge de se dire, tu as pris une idée et là, tu vas la matérialiser. Mhm. Et tu as réussi. Par contre, moi, je trouve que maintenir un business, là, c'est plus de la créativité, c'est d'organisation et de la gestion. Exactement. Donc, c'est pour ça que ce qui m'a fait vraiment passer un next step, c'est quand j'ai commencé à m'associer avec des gens organisés. Ah, donc là, j'allais te poser ma question. Est-ce que tu es un solopreneur ou un entrepreneur? Non, maintenant, mes 2 premières années, j'étais solopreneur. Et là, je suis vraiment passé dans le cap entrepreneur où j'ai des associés, des employés. Genre, Alors, tu as combien de business et combien d'associés par business? des business, j'en ai plein, mais chacun des business, j'ai un associé. Ok. Donc, on va dire, j'ai mes shops, j'ai un associé, mes shops de e-commerce. Et des fois, c'est même pas les mêmes associés sur les shops. Donc, on va dire, pour le e-commerce, j'ai un associé. Pour la formation, j'ai un autre associé. Pour les coachings, j'ai un autre associé. Pour mes SaaS, j'ai un autre associé. Pour mon agence de location de voiture, j'ai un autre associé. Pour l'immobilier, bon, je suis tout seul. Pour mes montres, je suis tout seul. Mais chacun des business, en général, j'ai des associés différents. J'ai des associés différents parce que je pars du principe que, en général, chaque business que je fais, rares sont les business où je suis où c'est pas moi qui ai eu l'idée. Donc moi, mon apport en valeur, c'est les idées et la créativité. Et en général, je m'associe avec des gens qui sont plus bons en gestion et organisation. Tu peux pas gérer 1000 projets à la fois. Moi, je peux avoir 1000 idées à la fois. Et je peux faire de marketing de 1000 idées à la fois. Surtout que j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube. Donc faire de marketing, par exemple, d'une application, je fais une vidéo, j'en parle. Ou Ok. faire de marketing pour plusieurs de mes projets. J'ai juste à prendre mon employé qui envoie des emails, elle envoie des emails à via des influenceurs et c'est réglé. Par contre, une personne qui gère la gestion et l'organisation, pour moi, ne peut pas gérer 15 de tes boîtes. Ok. J'ai reçu Gabriel la dernière fois qui me disait qu'en e-commerce, si tu génères des millions, tes shops génèrent des millions, etc., machin, te lancer dans la formation et le coaching, c'est absolument pas possible. Tu peux soit gérer tes shops, soit faire de la formation et du coaching. Mais en aucun cas faire les deux est viable sur le long terme parce que ça prend beaucoup trop de temps, c'est beaucoup trop chronophage. Qu'est-ce que tu en penses? Après, moi, je connais bien Gab. Après, Gab, il a beaucoup d'ego. J'y crois pas. J'y crois pas parce que je suis dedans. Donc, parce que lui, il n'a pas réussi à le faire, il pense que c'est pas possible.
Parce qu'en vrai, il a essayé de le faire et ça prend pas trop. Donc je pense, comme lui, il n'arrive pas à le faire, il dit que c'est pas possible, il préfère se dire que comme il gère beaucoup son shop, c'est faux. C'est juste une question d'organisation. Ok. C'est juste une question d'organisation. En vrai, de vrai, en gros, si on suit sa théorie, ça voudrait dire que si tu es dans l'infoprenariat, tu fais pas d'argent en e-commerce. Et si tu fais d'argent en e-commerce, tu n'arriveras pas à faire d'infoprenariat. C'est faux. C'est pas parce que tu n'arrives pas à t'organiser que c'est juste une question d'organisation et de délégation. La différence, c'est que toi, tu as un associé par business. Exactement. Parce que lui, dans son cas, lui, il a un associé sur tous ses business qui est Maxime. C'est ça le problème. Et c'est la même chose. C'est ça. Moi, sur chacun de mes business, j'ai un associé. Ça veut dire, moi, je m'occupe un peu de tous mes projets. Mais j'ai mes associés qui sont à 100% sur des projets que je leur donne. Est-ce que toi, tu es de ceux qui préfèrent avoir une petite part d'un gros gâteau ou 50% d'un gâteau normal? Moi, je préfère... déjà, c'est plus dans mon caractère. J'aime bien être sur plusieurs trucs. Ouais. Et je préfère avoir une petite part d'un très gros gâteau que d'avoir une grosse part d'un gros gâteau. Et c'est justement là où ça a fait la différence, où j'ai commencé à m'associer. C'est que je me suis dit, attends, vaut mieux avoir quoi? 100% d'1 million ou genre 20% de 10 millions. Tu vois? Ouais, bien sûr. Et même, c'est plus scalable, c'est plus exponentiel. Donc, c'est là où j'ai changé toute ma mentalité en 2021-2022. Et c'est là où, moi, personnellement, ça a pris une autre tournure. Ok. Tu mentionnais juste avant que si tu devais repartir de zéro, refaire 100 000 euros, tu pourrais le refaire parce que le modèle est duplicable, machin, etc. Donc, que pour toi, c'était plus ou moins facile. Alors, si le dropshipping et l'e-commerce, c'est vraiment ce que tu décris là, pourquoi il y a autant de gens qui échouent? En vrai, c'est comme dans tout business. Hein. Il y a toujours une... C'est quoi le trait, la ligne commune que tu constates à chaque échec de tes élèves, à chaque échec de tes coachings, Franchement, etc. c'est une très bonne question. Si les gens échouent, pour moi, c'est qu'ils ont un problème avec leur... comment dirais-je? C'est un problème de mentalité. Ce n'est pas une question de stratégie. C'est que, en fait, comme je t'ai dit, j'ai bien aimé dans ta présentation au départ, je t'ai dit, je suis la personne qui a le plus échoué. Et comme tu as dit avant, des fois, t'es qu'à un échec de la victoire. Donc pour moi, une personne qui abandonne, c'est juste qu'elle n'a pas assez essayé. Tu vois, donc la plupart des gens, parce que souvent, je vois des gens qui abandonnent, au bout d'un ou deux produits, ils disent ah ben j'arrête. Ça ne veut rien dire. Il se peut que ton produit ne marche pas parce que tu n'as pas le bon prix. Il se peut que ton site, il manque d'informations. Il se peut que tu as fait des erreurs sur tes créatives. En fait, avant d'abandonner, il y a plein de facteurs. Alors, quand est-ce qu'on sait qu'il faut abandonner? C'est une très bonne question. J'ai posé cette question-là aussi à Isma Abadi. Quand est-ce qu'on sait qu'il faut abandonner? Quand tu penses sincèrement, dans ton cœur, que tu as tout fait. Parce qu'il faut savoir se regarder dans une glace et se dire, j'ai tout essayé, je ne peux pas faire mieux, j'abandonne. Mais certaines personnes qui n'ont pas de résultats, regarde la tête de leur site. En vrai de vrai. Va dans la rue, fais un micro-trottoir et demande aux gens qu'est-ce que tu penses de mon site. Parce que moi, j'étais comme ça au départ. J'avais des sites internet, j'allais voir des proches à moi. Est-ce que tu pourrais acheter sur mon site? Ah, j'ai vu ce site-là, qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'ai vu ce site-là, qu'est-ce que tu en penses? Et les gens ils disaient, mais il est éclaté, c'est quoi ce site-là? Ok, je sais que si j'ai pas de vente, c'est ma faute. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as beaucoup de gens en fait qui n'arrivent pas à avoir des résultats, mais ils ont un grand manque de remise en question. Il faut être assez mature pour se regarder dans un miroir et se dire, est-ce que j'ai tout essayé, oui ou non? Si tu as tout essayé, bah vas-y. Le sentiment intrinsèque de ne pas pouvoir faire plus, voilà. Que s'il faut faire plus, ça dépasserait tes compétences. Exactement. Et que tu ne les as pas et qu'aujourd'hui, tu n'es pas prêt à engager ce qu'il faut en termes de ressources, de temps, de travail, de finances pour aller chercher plus loin. Exactement. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai arrêté la crypto-monnaie. Je sentais qu'à l'époque, je n'étais pas assez éduqué. Il y avait des facteurs tierces que je ne maîtrisais pas. Et je me suis dit, il faut que j'aille dans un truc. Ok, je n'avais pas tout essayé, mais je sentais que le travail que ça allait me nécessiter, je ne pouvais pas le donner là maintenant. Du coup, j'ai été dans un secteur où j'avais plus de skills déjà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut sentir, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que tu as tout essayé? Et je suis sûr que là, on pose la question à 90% des gens qui ont échoué. S'ils sont honnêtes, ils vont dire non. Ouais, c'est apprendre à se connaître parfaitement et savoir quand est-ce que ça dépasse tout simplement et bonnement ses compétences. Et surtout, pas s'inventer d'histoire, ok? Être en parfaite honnêteté avec soi-même. Je rejoins totalement. Exactement. Et si on reprend un exemple, parce que moi, j'aime bien des fois imager le business avec la vie de tous les jours. Mais en vrai, il y a combien de gens qui vont à la salle et tu as combien de gens qui sont vraiment musclés pour de vrai?
Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a qu'un petit pourcentage qui va jusqu'au bout du bout. Ah, et cet exemple-là, tu peux le prendre dans tout dans la vie, en fait. Donc, c'est viable en e-commerce, mais c'est aussi viable en trading, c'est aussi viable dans le sport. Il y a toujours qu'une petite partie des gens qui ont le courage et l'énergie d'aller jusqu'au bout. Ok. Tu disais que tu parlais des sites internet, tu as dit voilà, moi je faisais une micro-trottoir, qu'est-ce que vous pensez de mon site internet, machin, etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire aujourd'hui à la nouvelle génération qui, donc d'e-commerçants, de digitaux, qui ont besoin, qui sont dans cette approbation constante, dans ce besoin de validation constante de la part d'autrui. Par exemple, leurs parents qui leur disent non, fais pas ci, fais attention, fais pas ça, machin. Des gens qui sont bien entourés, mal entourés. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le besoin de validation de cette nouvelle génération face à ton business et surtout face à la comparaison dont ils peuvent faire preuve les uns entre les autres, qui peut parfaitement tuer leur business sur certains points? C'est une très bonne question parce que moi, c'est une erreur qui m'a joué pas mal de tours. Dans le sens où en fait, je leur dirais de distinguer déjà la différence entre une opinion et un avis. Si tu demandes à ton entourage qu'est-ce que tu penses de ce business-là, ils ne peuvent pas t'émettre une opinion, ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. C'est un avis qu'ils te donnent. Et tu n'as pas besoin d'avis, tu as besoin de conseils précis. Donc déjà, je leur dirais vraiment de ne pas poser des... Là, quand je te dis de poser des questions à ton entourage, c'est que tu as besoin d'un avis sur ton site Internet. C'est un avis extérieur. Je ne leur dirais pas de demander à leurs proches est-ce que je fais bien de me lancer dans l'e-commerce? Les gens vont dire non. En général, malheureusement, c'est triste. Mais les gens, quand ils ne se sentent pas capables de faire un truc, ils pensent que tu n'es pas capable de le faire aussi. Oui, et puis c'est surtout que si tu le fais, tu décides de le faire alors qu'ils t'ont dit de ne pas le faire, ça leur renvoie l'image qu'eux ne l'ont pas fait, qu'eux n'ont pas eu le courage de le faire. Et c'est toujours beaucoup plus dur d'affronter sa propre réalité en se disant lui, il a eu les couilles de le faire. Là où moi, je ne l'ai pas fait. Donc, il se renvoie cette propre image qui ne lui plaît pas. Et c'est toujours plus facile du coup de dire non aux autres. Ne fais pas ça, parce que si tu le fais, ça va me mettre moi en face de ma propre réalité. Exactement. Que je n'ai pas eu le courage de faire. Et ça, c'est très difficile pour l'être humain. Exactement, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je dirais vraiment de jamais demander la permission à son entourage. Parce qu'en fait, le problème, c'est que à ce stade-là, ton cerveau, c'est comme... en vrai, c'est comme, prenons l'exemple d'un bébé, d'un enfant. Quand il vient naître, son cerveau, il est encore mou, tu vois. Genre, et il faut faire très attention. Quand tu as une idée, c'est la même chose. Ton cerveau, il n'est pas encore en phase de maturité. Et une personne, elle peut, en un découragement, elle peut te faire croire que ton idée, c'était de la merde, en fait. Et moi, il y a une idée, un de mes SaaS que j'ai fait, que je parlerai bientôt publiquement. C'était une idée que j'avais en 2019. J'en avais parlé à un ami à moi qui m'avait dit, franchement, c'est une idée de merde, je ne pense pas que tu vas le faire. Cette idée-là, en 2024, elle me génère 10 000 euros par mois. Et c'est une idée que j'avais eue en 2019, que j'ai seulement eu le courage de faire fin 2023. Et qu'est-ce que c'est ce SaaS? Je t'en parle en temps et en heure. Ok, donc on ne parle pas de Copify. Si, on peut parler de Copify, mais là, ce n'est pas Copify, c'est un autre SaaS. Okay, on va dire, il y a Copify où je suis doxé et il y a d'autres SaaS où je ne suis pas forcément encore doxé. Attends, SaaS, doxé, machin, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? SaaS, déjà, c'est Solution as a Service. Donc un SaaS, ça peut être une application, un site responsive. Donc en gros, c'est un site internet, c'est un service digitalisé. Ok. Donc moi, j'ai plusieurs... en vrai, j'ai toujours été fan des applications. Depuis que je suis petit, je voulais faire des applications. Et je pense que c'est mon point final. Je pense qu'au bout d'un moment, j'arrêterai de vendre des formations et je me concentrerai uniquement sur des applications. Et en gros, j'ai fait mon premier SaaS, ma première app en 2020. Et depuis, en parallèle de l'e-commerce, je suis aussi dedans. Ok. Je crois savoir que tu as déjà eu des propositions de rachat pour ce SaaS Copify. Exactement, effectivement. À hauteur de? C'était pour du 7 chiffres. Je ne saurais plus te dire exactement combien, mais c'est du 7 chiffres. En général, de toute façon, la valorisation, tout dépend à peu près, mais c'est ton chiffre annuel fois 3,5. Donc, c'est entre 3 et 3,5. Okay. Donc là, à l'époque où on a eu la proposition, on avait un revenu mensuel peut-être de 30 000 euros. Donc, je crois que c'était peut-être aux alentours de 600 à 800. Mais ça date d'il y a plus d'1 an. Okay. Là, actuellement, on n'est plus du tout à ces chiffres-là. Donc, les propositions, ça sera... Et à l'époque, qu'est-ce qui t'a... Parce que ça, c'est... Encore une fois, toi, ta réussite, elle a été fulgurante, à force de travail acharné, bien évidemment. Mais en termes de laps de temps, ça a été quand même très court. Des gens, pour arriver à ton stade d'aujourd'hui, mettraient une vie. OK ?
toi, ça a été quand même très court. À quel moment on te fait tu ouvres ton SaaS, Copify, d'ailleurs, j'adore le nom. Copify, ça veut tout dire. Exactement. Copy, Shopify. Ouais, c'est ça. À quel moment on te fait une offre à 800 bars et toi, tu dis non? Bah, parce que je sais que je peux faire plus. Donc, en vrai, je trouvais que c'était pas assez... Enfin, en gros, je trouvais que c'était prématuré. Et je savais que je pouvais faire plus. En gros, on était au stade où le SaaS, il n'était même pas mature. Il n'était même pas encore bien mature. Donc, pourquoi je vais le vendre alors que je sais que je peux en faire beaucoup plus? Donc, pour moi, il faut Vrai savoir... pari sur l'avenir, alors. Hein? Vrai pari sur Ouais, l'avenir, vrai alors. pari Parce que sur 90% des gens auraient pris les 800 bars. Ah, exactement, sauf que je pense qu'il n'y a qu'une personne qui n'a jamais fait 800 000 qui les aurait pris. Tu vois? C'est vrai. Je pense que si tu les as déjà fait, tu sais que c'est facilement faisable et du coup, tu les prends pas comme ça. Ça, c'est une déclaration, ça. 800 000, c'est facilement faisable. Enfin, ouais, quand tu l'as déjà fait, tu sais que c'est facilement faisable. Ok. Tu vois, quand tu l'as déjà fait. Comme tout, en fait, dans la vie. En fait, tout ce que tu n'as pas encore fait, tu penses que c'est dur. Donc, est-ce que c'est vrai? Tu sais que c'est facile. Est-ce que c'est vrai que le plus dur, c'est de faire le premier million? Non, je pense pas. Moi, je dirais même, j'ai entendu beaucoup de gens qui disent le plus dur, c'est de faire le deuxième et le troisième. Hein. Ah non. Ah, Non. Ils disent tous que le premier million, c'est le plus dur et qu'après, inévitablement, tu déclenches le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. En fait, je suis d'accord avec toi, mais en gros, tu as beaucoup plus de facteurs qui rentrent en jeu quand tu as fait le premier. Tu as l'ego qui rentre en jeu, tu as le fait de vouloir être gourmand et changer de secteur d'activité. Donc, Attends, quand tu fais 1 million, toi, tu te dis, je vais être gourmand et je change de secteur d'activité? bah, par exemple, en gros, moi qui n'avais aucune éducation financière, Ouais. moi, je me suis dit quoi? Je vais monter à 1 million et dès que j'aurai 1 million, bah, je pourrai travailler beaucoup moins et juste devenir un investisseur Ok. et investir dans des projets. Ouais, Sauf qu'en fait, si tu investis mal, tu peux perdre beaucoup d'argent. c'est clair. Et justement, bah, à ce moment-là, je me suis brûlé des ailes en ratant beaucoup d'investissements. Mais je suis d'accord avec toi, en vrai, pour passer de ton premier million à ton deuxième, il faut faire la même chose en 2 fois plus gros. Et maintenant que tu as plus d'argent, c'est simple, c'est facilement faisable. C'est scaler en vrai. Donc oui, en vrai de vrai, je suis d'accord, c'est plus simple. Si tu ne prends pas en compte le facteur mental. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont fait leur premier million grâce au dropshipping, par exemple, et qui, une fois qu'ils ont fait leur premier million, ils se sont dit, ça me saoule de faire le dropshipping. En plus, on est beaucoup critiqué en France. Je vais faire un business avec comment dirais-je, un business mieux valorisé. Ouais. Tu vois, en fait, tu as ton ego qui rentre en jeu. Ok. Chose que tu n'as pas forcément quand tu as 0 €. Alors que quand tu as 1 million, tu as ton ego. Et c'est là où je dirais qu'il ne faut pas écouter ton ego. Tu as fait 1 million avec ce secteur-là, fais 10 millions avec. En vrai, pourquoi tu vas te casser la tête à vouloir te prouver à toi-même que tu es capable de le faire dans un autre secteur? Fais la même chose en 10 fois plus gros. Donc, dès que tu deviens millionnaire et que tu fais ton premier million, en vrai, ton pire ennemi, c'est toi-même. Pour moi, oui. Pour moi, clairement. Ton pire ego, c'est... Il y a ceux qui vont tout cramer. Exactement. Il y a ceux qui vont se dire, je vais faire un business plus éthique, je vais me reconvertir, machin, etc. Et puis, tu as ceux qui vont dire, bah, écoute, j'ai trouvé ma cash machine, j'ai trouvé mon robinet d'oseille, je continue. Exactement. Voilà. Mais je suis vraiment d'accord avec toi, hein, c'est vraiment ça. Il y a une grosse partie d'ego qui rentre en jeu quand tu es millionnaire. Et toi, tu dois en connaître beaucoup. Tu as beaucoup de millionnaires qui sont devenus moi-je ou qui sont en mode qui pensent que parce que tu es devenu millionnaire, tu sais mieux que tout le monde. Et c'est normal en vrai de penser ça parce que tu dis, quand tu es millionnaire, tu fais partie des 1%. Ouais, voilà, tu fais partie quand même dans une élite. Donc il y a quand même un truc que tu as capté et pas les autres. Il y a quand même un truc que tu as fait et pas les autres. Et puis il y a quand même un mindset que tu as que les autres n'ont pas. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Mais tu as des personnes qui, du coup, ça les rend un peu condescendants dans certains aspects de la vie, dans d'autres choses. Et... oui, tu es riche, mais ça ne fait pas forcément de toi quelqu'un de plus intelligent qu'un autre. Ouais. T'as juste... Parce que pour moi, la richesse, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est plus une question de persévérance et de travail. Mais il ne faut pas que ça te rende condescendant et il ne faut pas oublier que ça reste de l'argent, quoi. Parce que je trouve que je connais énormément de millionnaires. J'en connais qui sont humbles, mais j'en ai beaucoup qui sont devenus hyper arrogants, hyper moi-je, hyper hautains. Et en fait, tu penses que tu sais mieux. En fait, tu penses que tu es un humain supérieur aux autres. Non, tu as juste plus d'argent, mais tu vois. Parce que c'est ça aussi qui fait ta force, c'est que malgré tout, enfin moi, je te dis, vraiment, je t'ai découvert sur le terrain.
aucune idée de qui tu étais et pourtant très abordable, altruiste, sympa, machin. Alors que bon, tu aurais pu dire, ok, c'est bon, je sais qui je suis, pas le capter. D'ailleurs, aujourd'hui, ta présence ici le montre. Ok, parce que moi je débute sur la scène YouTube, pourtant tu es là, tu acceptes de venir parler de ton histoire, tu acceptes de venir partager, donc ça c'est vraiment tout à ton honneur, merci à toi, encore une fois. Avec plaisir, en fait ça c'est un trait de caractère qui me définit beaucoup, c'est que je fais souvent pour les autres ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Ouais, tu vois c'est là-dessus que j'ai fondé ma formation moi. Exactement. Ouais, c'est ça, je suis complètement d'accord. Et ça veut dire tout ce que je fais, je te donne un exemple, pourquoi je suis un peu dans la formation. Parce que toute ma vie, j'ai dû me débrouiller seul. Ouais. Et j'aimerais bien que les gens n'aient pas à traverser tout ce que j'ai dû traverser. Et pareil, là, je viens sur ta chaîne parce que je me dis que moi, quand j'avais 5000 abonnés, j'aurais bien aimé que d'autres personnes me tendent la main. D'ailleurs, ça a été ta stratégie. C'était de dire avant, parce qu'on en a parlé récemment, toi, tu t'es dit dans ta stratégie YouTube, avant de... Je vais bosser mon personal branding, mais avant de faire de la collab avec n'importe qui, je vais grossir tout seul. Comme ça, bon, ça c'est une vision. Mon succès ne tient qu'à moi, etc. Voilà, moi j'ai un avis qui est différent là-dessus. Mais ça a été vraiment une partie de ta stratégie. Tu t'es dit, moi, je veux réussir tout seul d'abord et ensuite j'irai naviguer un petit peu à droite à gauche, à faire des collabs, machin, etc. Parce que quand est-ce que tu as décidé de passer en mode création de contenu? Parce que ça, c'était un gros tournant dans ta carrière aussi. Exactement. Honnêtement, honnêtement, je vais répondre dans l'ordre. Du coup, lorsque je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je voulais être affilié à personne. Ouais. Parce que je suis à Dubaï, je connais tout le monde. Sauf que, en fait, je voulais me prendre l'image. Tu sais, sur Internet, on peut vite te dire t'es le petit à quelqu'un. Ou t'es direct affilié à quelqu'un. Ouais. Tu parles de Yomi, t'entends Oussama. Tu parles d'Antoine Blanco, tu t'entends Yomi. Mohamed BDJ, ZK. Bref, tout le monde sur Internet, tout le monde a une personnalité et une personne. Et moi, je voulais être affilié à personne. Je voulais avoir de casseroles de personne. Je voulais être affilié à personne. Je voulais que Marcus est connu pour être Marcus. Pourtant, je connais du monde. J'étais limite en coloc avec Sebidadi à Miami. Je connais très bien Yomi. Je connais énormément de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, en parlant de Yomi, est-ce que tu serais d'accord avec un petit peu cette analogie que Yomi, ça aurait été à l'époque le Bitcoin et tu serais un petit peu l'Ethereum aujourd'hui, donc le King et le petit prince. Est-ce que depuis que Yomi a quand même vachement libéré le terrain, parce qu'aujourd'hui il n'est plus tellement dans le e-commerce, plus tellement dans le dropshipping, etc. Il est carrément sur autre chose. Est-ce que toi, ça t'a ouvert des opportunités de marché? Est-ce que ça t'a fait encore plus briller? Est-ce que ça t'a été bénéfique, le fait qu'un des gros acteurs du marché prenne, entre guillemets, sa retraite e-commerce dropshipping? Je pense que ça m'a aidé. Je pense que ça m'a aidé. En fait, je suis mitigé. Oui et non. Oui, ça m'a aidé parce qu'entre guillemets, il y a presque, au moment où j'ai repris YouTube à fond, il y avait presque plus personne qui parlait de dropshipping. Donc la voie était libre. Donc effectivement, ça m'a aidé. Par contre, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, avoir un leader sur le marché, ça aide toujours parce que tu ramasses les miettes. Okay. Tu comprends? Et les miettes étaient énormes dans le cas de Yomi. Et les miettes dans le cas de Yomi étaient énormes. Donc il faut savoir, je te donne un exemple. J'ai remarqué un cas de figure. Au mois de décembre, j'ai eu une vidéo qui a fait peut-être 250 000 en un mois. Tous les gens qui faisaient du dropshipping ont tous fait 20 à 30 000 vues ce mois-là. Parce que le fait d'avoir une tête sur le marché, tout le monde prend dans les recommandations, etc. Donc le mec, une fois qu'il a vu une vidéo sur un domaine, il va voir des vidéos des autres. D'accord. Donc oui, ça m'a aidé dans le sens où il y avait plus de grosses personnalités d'autorité sur YouTube. Mais ça se trouve, s'il avait été là, j'aurais peut-être grossi encore plus vite parce que j'aurais continué à grappiller des miettes et des miettes plus des miettes, ça fait du pain. Donc, donc du coup, ça aurait pu m'être bénéfique. Donc, je suis mitigé là-dessus, oui et non. Comment tu gères la concurrence dans un environnement aussi... dans cette jungle du e-commerce, comment tu gères la concurrence? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais de la veille concurrentielle, de la veille informationnelle? Comment tu te prémunis aussi de ne pas te faire copier, de ne pas machin, etc. Comment tu gères ta concurrence? Honnêtement, ma concurrence, je ne la gère pas trop. Je la gère beaucoup au début. Quand tu lances un produit, par exemple, tu regardes ce que les concurrents font. Ouais. Mais malheureusement, dans tout business, il y a de la concurrence. Ouais. Du coup, en fait, j'ai compris que ça fait partie du jeu. Et même, parfois, même la concurrence, elle est bonne pour le marché.
Parce que ça va te tirer vers le haut. Ça sera la course de qui aura le meilleur produit, qui fera les meilleures créatives, qui fera le mieux. Donc moi, et sachant que, comme tu as dit, on s'est rencontrés au basket, moi, je fais partie des gens qui pensent que la compétition et la concurrence, ça fait partie du jeu. Et sans ça, ça fausse même tout le jeu. Il y a de la compétition saine. Ouais, tu vois, il y a de la compétition saine. Donc franchement, la concurrence, ça ne me pose pas vraiment de problème. Et comme je t'ai dit, si c'était bouché en France, je suis parti à l'étranger. Donc si j'ai un concurrent qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de place, je peux partir à l'étranger. Enfin, il y a des gens qui ont déjà essayé de nuire à ton business? Et là, on parle de quoi? Business de e-commerce, business d'infoprenariat, on parle de quoi? De tous ces business-là, de ta concurrence en général. Donc, est-ce que les gens ont essayé de nuire à tes business? Oui, ça arrive partout, hein, ça arrive partout. Comme par exemple, à un moment, mon Instagram, il avait sauté pendant 24 heures pour usurpation d'identité. Alors que j'usurpe l'identité de personne, je suis Marcus. Mais ça, voilà, il y aura toujours. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des shops e-commerce qui sautent. Parce que tu en as qui avaient pendant un moment, qui avaient une strat, ils avaient un contact chez Shopify pour faire sauter des shops. Donc ça fait partie du business. Après, il faut juste rebondir. Ok. Il faut juste rebondir. Comment tu as, puisque du coup tu es passé, je reviens un petit peu sur le mode personal branding, ton marketing, etc. Comment tu as su développer, créer une communauté et fidéliser ton audience? Si aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, qui voulaient se lancer dans le personal branding, quelles seraient tes astuces, tes conseils pour tout simplement se propulser sur le devant de la scène avec peut-être une stratégie, des tips de ce qu'il faut faire pour justement être visible, gagner en visibilité et donc générer de l'audience? Ok, c'est une très bonne question. Déjà, je vais te donner une petite anecdote avant de répondre. Lorsque je me suis lancé sur les réseaux sociaux, avant de me lancer, j'ai regardé tout ce qu'il y avait sur Internet. Du coup, étant donné que j'avais quand même de l'argent avant de démarrer YouTube et même TikTok, etc., j'avais deux solutions. Est-ce que je viens et je monte mes Lamborghini, mes montres, je montre tout et je les choque avec mon argent? Ou est-ce que je pars à contre-pied et je les choque juste avec mes dires et ma personnalité? Du coup, déjà, j'ai pris le chemin le plus compliqué. Parce que déjà, sur TikTok, si j'avais montré ma Lambo dès le début, j'aurais pété encore plus vite. Mais je me suis dit, je voulais bâtir ma communauté de la bonne manière. Parce qu'il faut savoir que plus vite tu grossis une communauté, moins solide elle est. Il faut que ça prenne du temps. Ça fait partie du jeu. Donc moi, j'ai vraiment été sélectif sur la communauté que j'allais avoir. Parce que je me suis dit, si je commence à faire en fait le con qui vient, qui dit « Yo les gars, j'ai une montre à 150 000 euros. Oh, voici ma Lamborghini. » Tu ne me vois pas faire ce type de vidéo sur Internet. Pourtant, je pourrais. Mais je me suis dit, je veux des gens qui ont une approche un peu long terme, des gens qui sont là pour faire du business correctement. Et même, je ne voulais pas aussi les tromper dans le sens où tu as beaucoup de gens aussi qui arrêtent le business parce qu'en fait, on ne leur dit pas que le business, c'est dur. On leur dit juste, toi aussi, tu veux une Richard Mille, toi aussi, tu veux une montre à 150 000. Viens prendre ma formation. Je ne voulais pas faire ça. Et ça se trouve, j'aurais fait plus d'argent si j'aurais fait ça. Mais je ne voulais pas le faire. Du coup, j'ai pris le chemin le plus dur. Mais je me suis dit, ça va être le plus dur, mais ça va être le plus périn. De toute façon, dans tout business, c'est comme ça. Plus ça prend du temps, plus c'est périn. Et du coup, j'ai été moi-même. J'ai dit la vérité telle qu'elle était. Et je pense que c'est ce qui a marché. Parce que quand tu regardes maintenant les grosses personnalités d'aujourd'hui, que ce soit des Emma K-Cup, des Nasdaq ou je te parle vraiment des Inoxtag, c'est des gens qui sont authentiques. Les gens, en fait, en ont marre de voir des robots. Tu vois, des gens, ils ont besoin d'entrepreneurs qui leur disent « j'ai perdu de l'argent ». Tu vois, par exemple, je te l'avais dit. Ils ont besoin de... Ouais, ça, c'est quelque chose que toi, tu m'avais dit, que les gens, tu faisais plus de vues que sur tes pertes que quand tu montrais tes gains. Exactement. Ouais. Ma plus grosse vidéo, j'avais perdu de l'argent. Et justement, les gens ont besoin de ça. Parce que les gens en ont marre, en fait, qu'on leur dise si tu ne te lèves pas à 5 heures, tu deviendras pas riche. Si tu fais pas de sport, tu vois, c'est relou, tu vois. Alors, comment on sait toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à flairer les mythos des pas mythos, par exemple, en termes de formation, en termes de millionnaire, en termes de tout est-ce qu'aujourd'hui, tu as un radar à mythos? Franchement, ça sera toujours dur à voir. Ouais. Ça sera toujours dur à voir parce que, en vrai, je te donne un exemple. Un jour, tu as un mec du trading qui avait loué ma Lamborghini pendant 3 mois. Tu vois? Donc,
Imaginons, tu vois un mec qui a une Lamborghini pendant 3 mois, tu peux pas savoir si elle est achetée ou louée. C'est compliqué d'avoir ça. C'est vrai. Le mec, il est dans une villa, tu peux pas savoir s'il a loué ou si elle est achetée. Du coup, c'est très, très dur de nos jours de savoir qui dit faux, qui dit vrai. Moi, je dirais juste... T'as pas des red flags? Genre des trucs où quand t'entends, tu dis « Ok, mytho ». Bah moi, oui, mais c'est parce que je suis dans le business. Du coup, j'arrive à entendre. Ah alors? J'arrive à entendre, déjà pour moi, des gens qui font trop de promesses de gains, c'est pas possible. Tu peux pas dire à quelqu'un, je te garantis que dans 2 mois, tu vas faire 10 000 euros, c'est impossible. Ou à part si, dans les clauses, le mec te dit, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Il te met des clauses impossibles. Du coup, à la fin, il va pas te rembourser. Donc pour moi, déjà, les gens qui donnent des promesses trop grosses, j'y crois plus. Ok. Je préfère quelqu'un qui me dit, viens avec moi, ça va être dur, que quelqu'un qui me dit, viens. Parce que ça, souvent, moi, je le vois dans ton canal Telegram, c'est que tu mets enfin en disclaimer de tes offres commerciales, cette offre-là, c'est pour ceux qui veulent bosser, ceux qui veulent péter le million en un mois, c'est pas ici, en gros. Exactement. Et j'ai bossé avec beaucoup d'entrepreneurs qui me disaient, mais Marcus, c'est des tue-l'amour de faire ça. Oui, c'est des tue-l'amour. Ça se trouve, j'en aurais peut-être pris 15. Mais tu qualifies ta communauté. Mais je qualifie ma communauté. En fait, je sais qu'en faisant ça, je vais tenir plus longtemps que ceux qui font l'inverse. Tu finis toujours par te prendre une sauce. Le revers de la médaille arrive en temps et en heure. Mais le truc qui est dommage, c'est que j'en parlais avec un ami. Tu es un débutant. Moi, je vois des mecs qui parlent de e-commerce tous les jours sur Internet. Des fois, j'entends ce que certaines personnes disent. Je me dis, mais comment il a fait pour faire 10 000 likes? Mais les gens ne comprennent pas. Donc, en fait, le problème, c'est qu'un débutant, il peut pas... Ça devient trop dur. Ça veut dire, moi, la seule chose que je dirais, c'est regarder ce gars-là, il est là depuis combien de temps? Ouais. Essayer de taper sur... bon, il y a beaucoup de merde sur Twitter, mais essayer de voir si le mec, il a des casseroles, taper son nom à gauche, à droite, et ça va remonter. J'ai un business SMMA, et quand j'ai commencé mon agence, donc il y a maintenant quasiment 10 ans à Dubaï, parce que ça fait maintenant autant d'années que j'y suis, c'est très, très, très facile de devenir entrepreneur. C'est très, très facile de devenir entrepreneur. Tu vas à Virtuoso, n'importe où, tu signes un papier, bim, tu es entrepreneur, tu as une trade license du jour au lendemain. Okay. Par contre, ce qui est le plus difficile, c'est de le rester. Okay. Et aujourd'hui, moi, je sais, j'ai vu dans l'évolution de mes sociétés, j'en ai plusieurs, mais ça a toujours été le même schéma, c'est qu'à chaque fois que j'ai ouvert, les gens ne voulaient pas systématiquement, n'étaient pas forcément pour qu'on travaille ensemble, etc. Parce qu'ils avaient déjà leur supplier, parce qu'ils avaient déjà leurs prestataires, etc. Et pas parce qu'il y avait un manque de compétences, pas parce qu'on n'était pas une assez bonne équipe ou quoi que ce soit. Et 8 ans plus tard, moi, je me retrouve à travailler avec des gens. Non pas parce que je me retrouve à travailler avec ces mêmes personnes, non pas parce que j'ai plus de compétences, malgré bien évidemment les compétences ont évolué, etc. Mais non pas parce que j'ai plus de compétences, non pas parce que pour X ou Y raison, mais simplement parce qu'ils ont vu que ça fait 8 ans que je suis sur le marché et que je n'ai pas bougé. Oui, ça aide la longévité. La longévité, et ça donne confiance, bien sûr. Pour moi, c'est le seul et unique point qui fait quelqu'un de legit. C'est depuis combien de temps tu es sur le marché et depuis combien de temps tu es rentable et profitable avec ton activité. C'est le seul et unique point qu'il faut regarder. Et le deuxième point à Dubaï, je dirais, c'est ceux qui sont... alors, c'est juste pour parler un petit peu de Dubaï, pour les red flags, etc. C'est leur situation familiale. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont fondé une famille à Dubaï? Voilà. Et je ne parle pas de « ils ont fait venir leur famille ici ». Je parle de ils ont fondé leur famille à Dubaï. Parce qu'aujourd'hui, la famille, ça coûte tellement cher à Dubaï. Les enfants, ça coûte tellement cher. Tout ce qui va avec, augmenter, prendre une maison, machin, etc. Ça coûte tellement cher que si tu mets ces 2 green flags, longévité plus avoir créé une famille à Dubaï, pour moi, c'est le combo le plus legit que tu peux avoir en termes d'entrepreneuriat sur Dubaï. Alors, entrepreneuriat, c'est la longévité, mais sur Dubaï, c'est entrepreneuriat, c'est longévité plus famille. Tu vois? Franchement, je suis plus ou moins d'accord avec toi, mais j'ai une question du coup à te poser. On change des rôles. Mais comment tu fais pour une personne qui a genre 25 ans? Il ne pourra pas avoir d'enfant. Tu lui mets quoi comme critère? Je lui mets red flag. En red flag, ouais, ce que je lui mets comme critère, c'est la rapidité avec laquelle il aurait fait de l'argent, parce que le fast cash, c'est trop facile de nos jours. C'est-à-dire faire ton gros coup et te barrer et prendre tes millions, très bien. Est-ce que pour autant, ça fait de toi un entrepreneur legit?
Pour moi, non, parce qu'entrepreneur, pour moi, c'est un titre qui est distribué beaucoup trop facilement de nos jours. Donc, je dirais, dans quelle industrie tu as fait ton million? Tu vois, par exemple, c'est marrant, la dernière fois, lundi, on était ensemble au basket. On a rencontré des personnes et on leur demandait, voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah là, attends, je te laisse, il faut que je quitte l'entraînement parce que je vais lancer ma crypto. Je vais lancer mon token. Voilà. Tu vois, ça pour moi, c'est un gros red flag. C'est typiquement les gens qui s'essayent à des industries, qui essayent de faire des gros coups, et qui, bien évidemment, ceux qui viennent d'arriver sur Dubaï, ceux qui n'habitent pas encore ici, ceux qui ne sont pas encore résidents, voilà, tout ça. Donc pour moi, c'est le fast cash. Et dans quelle industrie tu as fait ton argent? Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. En vrai, de vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense que le meilleur moyen de savoir, c'est la longévité. La longévité, il y a que ça. Depuis quand le mec il est là. C'est pour ça que des fois, je dis aux gens, parce que tu as beaucoup de gens, moi, qui me connaissent, parce que j'ai commencé à vraiment faire un dégât sur les réseaux sociaux en 2023. Mais s'ils se renseignent bien, il y a des posts Facebook de moi avec mon groupe King of Shopify en 2018. Ouais. Tu vois, ça fait 6 ans que je fais ça. Mais c'est vrai que les gens, en fait, comme eux, ils t'ont découvert sur leur feed TikTok, c'est la première fois qu'ils te voient, ils disent putain, c'est qui encore ce connard? Il ment. Va sur Facebook, tape Marcus Sorens. En 2018, tu allais voir des posts où je parlais déjà de taux de conversion. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un bon facteur. Longévité, pour moi, c'est le principal. Et surtout qu'on a un gros problème qui se crée actuellement, on va te dire, c'est que Yomi, il a eu un succès tellement fulgurant que ça a donné à tout le monde l'envie de faire des formations. Et tout le monde a commencé à comprendre, parce qu'on va se le dire, c'est beaucoup plus facile de faire 10 000 euros en vendant 10 formations que faire 10 000 euros en vendant un produit de e-commerce à 30 euros. Bien sûr. Du coup, beaucoup de gens prennent la facilité. Les gens, ils vont faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, ils vont venir à Dubaï, louer un Lamborghini et dire « Ah, je suis devenu millionnaire grâce à l'e-commerce ». Et le problème, c'est que les gens, ils sont tellement crédules qu'ils vont payer en plus. Maintenant que toi, tu deviens quand même un ancien, parce que ça fait 4 ans que tu es à Dubaï là. Ouais, 4 ans. Ça fait 4 ans. Maintenant, est-ce que tu n'en as pas marre, raconte-moi un petit peu, que les gens chient sur cette ville et qu'on soit systématiquement assimilé à des scammers, parce que moi, c'est un peu le combat que j'ai, combat qui ne sera jamais évidemment gagné. Mais aujourd'hui, toi et moi, on est dans une industrie, que ce soit dans le SMMA, dans le dropshipping, e-commerce ou dans le trading, où c'est full scam. D'accord? C'est full scam, c'est full mytho, c'est full etc. machin. Qui plus est, quand tu as ta réussite qui s'est fait peut-être en France ou ici, tu ajoutes Dubaï dans l'équation. Ah bah ça. Et là, c'est le combo ultime. Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi qui as fait du business propre, qui a gagné tes millions à la régulière, qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ceux qui disent entrepreneur plus Dubaï égale scam? Honnêtement, je dirais de ne pas faire de généralité. En vrai, c'est ça le problème. C'est que après, c'est humain de faire des généralités, mais je dirais juste de ne pas faire de généralité. C'est comme dans tout dans la vie, en fait. Tu ne peux pas faire une généralité. Et franchement, pendant un moment, j'ai hésité à déménager par rapport à ça. Ouais. Parce qu'en gros, j'en avais marre d'avoir une étiquette, puis je voulais aller dans certains endroits, et après, j'ai vu le pourcentage d'imposition, j'ai dit, oh, finalement, je vais rester là. Mais moi, pendant un moment, j'ai failli déménager, parce qu'en fait, il y avait de plus en plus de gens sur les réseaux qui venaient à Dubaï. Sauf que moi, je suis arrivé en 2020. C'était pas comme maintenant. Et là, j'ai vraiment l'impression que tu veux percer sur les réseaux, viens à Dubaï. Et du coup, c'est devenu un fourre-tout. Donc, en vrai de vrai, je vais pas te mentir, je comprends les gens qui critiquent. Je leur en veux même pas, parce que c'est l'image que les gens qui habitent ici dégagent. C'est vrai. Donc, souvent, les gens qui ont une mauvaise opinion, je leur dis, viens vivre à Dubaï. Viens dans mon quotidien, et là, tu comprendras que c'est pas du tout comme ça. Mais le problème, c'est que les gens se basent sur ce qu'ils voient aussi. On peut pas leur en vouloir d'avoir cette opinion-là quand il y a polémique sur polémique sur polémique, il y a scam sur scam sur scam. Et d'où viennent ces gens-là? C'est toujours à la même destination. T'as pas entendu trop de scams à Marbella, Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ou même à Bali. Tu vois, du coup, je peux les comprendre. Mais j'aimerais bien leur dire aussi de ne pas faire de généralité. C'est comme les gens qui vont faire des amalgames sur la couleur de peau, sur les gens de quartier, sur les gens... Dans la vie, il ne faut pas faire d'amalgame. Donc, mais je peux comprendre pourquoi ils en font. Mais il faut se forcer à ne pas en faire. Parce que c'est trop facile, en fait, d'en faire. Et je pense que le plus difficile, c'est de sortir de ça et de justement pas en faire. Ok. Tu mentionnais les influenceurs. Je sais que les influenceurs, dans ton business, ça représente quand même une grosse part de ta stratégie. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, selon toi, nous sortir par exemple 3 niches en e-commerce dropshipping et quelles seraient
les influenceurs que tu recommanderais pour ces 3 niches? Bah, honnêtement, il y a plein de... Je te donne un exemple, bon, un peu moins maintenant, mais je te donne un exemple. Tu veux faire un produit d'Anisport, tu prends Thibaut InShape. Bon, je sais que maintenant il a sa marque, donc je ne sais pas s'il accepte n'importe quel type de produit. Mais alors, à des influenceurs accessibles. Ouais. Parce que moi, je ne connais pas les prix, par exemple, des influenceurs. Combien coûterait un Thibaut InShape? Ça, je ne saurais même pas te dire. Hein. Tu sais pas? Je l'ai jamais pris de ma carrière d'entrepreneur, je l'ai pas pris. Mais allez, partons sur un exemple accessible, Adé Laurent. Bon, à la base, bon, maintenant il est devenu acteur porno, mais à la base, il était connu pour le fitness. Donc en 2020, je le payais souvent pour des promotions. Bah, un mec comme ça, tu peux le payer 1 000 euros sur la niche du sport, il se peut qu'il te fasse entre 5 à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Donc tu vois, c'est prendre un produit en cohérence avec l'influenceur que tu vas choisir. Tu veux un produit de beauté, bon, elle coûte quand même cher, mais tu peux prendre une poupée de Kenza, par exemple, ou tu peux prendre une petite meuf de TikTok comme une Lucide, ou tu vois. Donc, en fait, tout dépend en fait de la niche que tu vas choisir. Donc, Ok. là, je t'ai donné Quelles sont les niches les plus bankable selon toi là? Donne-moi la niche où si demain tu commences, parce que toi tu as commencé avec les perruques, ok? Est-ce que c'était une niche bankable ça? Oui, c'était une niche bankable. C'est juste qu'à l'époque, je maîtrisais mal les ads. Donc, du coup, vu que je prenais beaucoup d'influenceurs, à l'époque, il y avait moins d'influenceuses afro qu'il y en a aujourd'hui. Donc, je me suis dit, je vais changer de niche parce que cette niche-là, il n'aura pas assez d'influenceurs. Mais en vrai, aujourd'hui, c'est une niche qui pourrait cartonner. Hein. De un, il y a plus d'influenceurs afro. Et de deux, j'aurais pu tout simplement faire de l'ads. Et ça se serait passé correctement. Mais sauf qu'à l'époque, en fait, le seul canal d'acquisition que j'utilisais, c'était les influenceurs. Donc Et il n'y en avait pas 15. La niche que tu recommanderais là si tu devais recommencer, ça serait quoi? La niche beauté. La niche beauté? Une niche beauté pour les femmes, c'est une niche qui marchera toujours. Parce que, attention, c'est quoi, la cosmétique, etc.? Non, en gros, tout ce qui touche à la beauté, au bien-être des femmes. Ça peut être un produit pour maigrir, ça peut être un produit... C'est vachement réglementé, ça. Même sur, non, quand je dis un même produit sur les pour Facebook Ads et non, tout. C'est quand je te dis un produit pour maigrir, c'est pas des gélules. Hein. Je te donne un exemple. J'avais déjà vu une je sais pas, ceinture. les ceintures, où il y a plein de produits. Il y avait un produit, c'était un genre de hula hoop. Tu tournais et ça te faisait perdre du poids. Où il y a des leggings pour femmes, des leggings amincissants. Il y a des pinceaux maquillage. Il y a des lisseurs, ça cartonne. Il y a plein. Malheureusement, les femmes, j'avais vu ça en cours de marketing, elles font plus d'achats d'impulsion que les hommes. Donc moi, j'ai toujours trouvé plus facile de vendre des produits pour femmes. 90% de mes produits que j'ai vendus, c'était des produits pour femmes. J'ai vendu des sacs à main, j'ai vendu des vêtements pour femmes. 90% de mes produits, c'était des produits pour femmes. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Mais ça, c'est une donnée intéressante. Donc aujourd'hui, tu te focuserais sur la niche de la beauté des femmes. Ouais, c'est une niche où elles achèteront toujours. Avec un budget de démarrage de 250 euros à 1000 euros. Ouais, je trouve que cette niche-là, c'est la niche qui fonctionne le mieux. Et en fait, c'est triste à dire, mais en fait, les femmes, déjà, de un, elles adorent dépenser, et de deux, elles adorent tester des nouveaux trucs. Okay. Donc, même demain, elles ont la meilleure crème du visage. Si elles ont une influenceuse qui dit, les gars, cette crème-là, elle est encore mieux que celle d'avant, elles sont capables d'acheter la nouvelle crème pour tester. Donc, en gros, elles adorent, justement. Donc, moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Et c'est ce que je fais actuellement. Dernière question sur le e-commerce. Avec toutes les nouvelles technologies qui émergent, notamment l'intelligence artificielle, etc., pour toi, c'est quoi l'avenir du e-commerce et du dropshipping? Pour moi, c'est que ça sera encore de plus en plus facile. Donc, c'est bon signe. Genre, tu as des outils d'intelligence artificielle qui maintenant t'aident à faire ta page produit. Tu as des logiciels de chatbot qui t'aident à répondre aux messages en automatique. Donc, tu as de plus en plus de technologies qui vont faciliter de plus en plus les choses. Genre maintenant, tu veux faire ta page produit, tu peux poser des questions à ChatGPT. Aide-moi à bien connaître le persona de femme pour ce produit-là. Donc, pour moi, ça va être de plus en plus facile. Et tu as des gens qui disent que le dropshipping, ça va s'arrêter un jour. Pour moi, ça ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais un prof de marketing qui m'a dit cette phrase, et à chaque fois, je la ressors, mais ça me trotte dans le cerveau. Il disait, quand un produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Et il disait, pourquoi les réseaux sociaux sont gratuits? Parce qu'en fait, ils vendent vos données aux publicitaires. Donc, tant qu'il y aura des réseaux sociaux, il y aura du dropshipping. C'est simple. Parce que le business model des réseaux sociaux, c'est la pub. La publicité, c'est qui? Les gens qui font du e-commerce. Dans le e-commerce, il y a le dropshipping. Donc, tant qu'il y aura des réseaux sociaux, juste, ça se déplacera. À une époque, c'était les influenceurs.
Après, c'était Facebook Ads. Après, c'était beaucoup plus TikTok Ads. Après, c'était Snapchat Ads. Là, j'entends beaucoup parler de Pinterest Ads. Tant qu'il y aura des réseaux, il y aura du drop. Quelle est la meilleure plateforme pour les ads, selon toi? Pour démarrer, je dirais TikTok. Et pour bien scaler, je dirais Facebook. Mais je crois que ton meilleur taux de conversion, c'est pas TikTok, toi. Moi, franchement, c'est Facebook. Facebook et les influenceurs. Facebook et les influenceurs. Mais ça, on va dire, je passe avec des médias buyers. Là, c'est un autre niveau. C'est pas moi qui gère ça et j'aurais même pas le temps de gérer. Donc, j'ai des médias buyers qui, leur métier, c'est gérer des publicités, qui, eux, s'en occupent très bien. Et aujourd'hui, je suis fier de t'avoir eu sur cette chaîne YouTube parce que tu représentes quand même un beau modèle pour la nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils se font bourrer le crâne de devenir millionnaires en 3 jours grâce au dropshipping. Et c'est aujourd'hui ce qui les empêche complètement de faire des choses sensées. Exactement. Voilà. Donc, encore une fois, comme j'ai dit à Gab, toi aussi, tu as un rôle à jouer là-dedans. Le King of Shopify a un rôle à jouer là-dedans. C'était un plaisir de te recevoir sur ma chaîne. Merci. D'avoir accepté l'invitation. J'espère que cette vidéo vous plaira. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à mon audience? Merci de m'avoir reçu. J'espère que la vidéo vous plaira et c'est un tricheur. Non, vraiment, c'était un plaisir d'avoir participé et à la prochaine. Hein. Nickel. Alors, tu le sais, juste avant de terminer, je demande toujours à mes invités de me conseiller une personne qui serait susceptible de venir en tant que prochaine invité sur mon prochain podcast. Tu pourrais me conseiller? Si je devais te conseiller quelqu'un... Alors, attention, quelqu'un qui peut venir sous peu. Parce que si tu m'envoies un nom incroyable, mais que c'est dans 2 ans, voilà. Franchement, après, je ne veux pas parler à sa place, je le connais à peine. Mais hier, il est venu chez moi, c'était Loïc Bourget. Loïc Bourget. Il a fait beaucoup parler de lui pour des vidéos où il faisait des micro-trottoirs avec des millionnaires. Okay. Et là, aujourd'hui, il a un business qui t'aide à monétiser tes skills en ligne. Okay. Et franchement, c'est un bon personnage. J'ai parlé avec lui hier, c'était la première fois que j'ai rencontré, il avait l'air très très cool. Ok, Loïc Bourget. Écoute, Loïc, si tu m'entends et si tu l'acceptes, tu seras le prochain invité du podcast The French Trader où on parlera entrepreneuriat, trading. Si tu veux plus dans l'entrepreneuriat, ça sera évidemment beaucoup plus de l'entrepreneuriat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour voir qui sont restés jusqu'à la fin et que je sache qui sont les vrais, mettez-moi 5 étoiles dans les commentaires. Mettez-moi 5 étoiles dans les commentaires, comme ça je saurai qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Matt en compagnie de Marcus Lawrence pour The French Trader. Je vous souhaite à tous un bon visionnage.